Bonjour les entrepreneurs, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de leadership, beaucoup de définitions à l'intérieur et j'ai une femme extraordinaire, Pascale Dufresne, qui va se joindre à nous. Elle va, en passant, c'est une auteure, donc vous allez pouvoir être pleinement gâtés de tous ses conseils. C'est une femme hors norme, j'espère que vous allez triper. Bonjour les entrepreneurs, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque, Pascale Dufresne, auteure du livre Entre la tête et le cœur et propriétaire de Inspire Leadership. Elle vous le dit parce que j'ai eu de la misère, ça fait 3 fois que j'essaie, c'est pas grave. Pascale, merci de tout cœur d'être ici avec nous aujourd'hui, c'est un honneur pour moi. Merci Jessie pour l'invitation. Super. Pascale, aujourd'hui on a une thématique, j'aimerais ça que tu vas te présenter, mais on va juste dire aux gens c'est quoi qui s'en vient. On va parler de leadership, Oui, plus exactement. précisément. Oui, on va parler de leadership puis on va parler d'engagement. Parce qu'en tant que leader, on a une responsabilité, on a un rôle concret dans l'engagement de nos équipes, de nos gens. Alors, on va parler de c'est quoi l'engagement, pourquoi c'est si important, pourquoi on en parle autant, puis comment est-ce qu'on peut susciter plus d'engagement dans nos équipes. Super. Bon, en fait, elle m'en parlait un peu hors d'onde, puis j'avais déjà hâte. Fait que c'est tant mieux, c'est parfait, le moment est arrivé. Pascal, veux-tu expliquer aux gens un peu ton parcours, d'où est-ce que tu viens, qui tu es? Oui. Bien, c'est sûr que mon parcours a été fait surtout sous le signe de la rigueur. École des religieuses, école militaire. Ensuite, je sais pas si tu savais ça, hein, Jessie? Je vais penser un petit peu au cas où je suis mal commode, là, tu sais, non? Et ensuite, école des HEC. Donc, c'est là que j'ai appris la gestion, la business. Ce que c'était la gestion il y a 25 ans, c'est pas du tout ce que c'est maintenant, ce qu'est le leadership aujourd'hui. Et donc, après plusieurs années à œuvrer dans ce milieu-là, j'ai commencé à ressentir beaucoup d'inconfort. J'étais conseillère en gestion dans le domaine des grandes organisations, beaucoup dans les systèmes, dans les processus. Et il y a exactement 10 ans de ça, aux abords de la quarantaine, c'est la crise de milieu de vie, c'est pas un mythe, la crise existentielle, manque de sens. Hein? Ça se peut pas que ce soit seulement que ça, la vie professionnelle. Il doit y avoir autre chose. Alors, à ce moment-là, j'ai pris la décision de tout laisser tomber. Ma carrière, j'ai gardé mes enfants, mes pré-ados, mes 2 enfants. OK, pas domper toutes. Toutes. Mais en fait, je me suis dépouillée. Je me suis dépouillée matériellement pour aller dans une quête plutôt intérieure et spirituelle. De là, le livre Entre la tête et le cœur, c'est là qu'il est né. Et je me suis posé la question, comment est-ce qu'on fait pour être épanoui, oui, dans la vie, mais aussi dans notre vie professionnelle? Puis pourquoi dans les organisations, il y a autant de souffrance? Hein? Pourquoi on n'arrive pas à trouver cet épanouissement et ce sens? Alors, ça a été ça, moi, le début, mon appel à travailler dans ce domaine-là. OK, c'est très cool, très cool. J'aime déjà ça. Puis, plus précisément, dans le fond, aujourd'hui, là, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais spécifiquement? Puis avec qui tu le fais, là, dans le sens des clients et compagnie, là? Bien, aujourd'hui, ce qui m'a allumé beaucoup, c'est passer du management plus traditionnel au leadership et plus précisément le côté humain. Alors moi, ce qui m'interpelle beaucoup aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le leadership humaniste. C'est quoi, le leadership humaniste? Ouais. Il y a plein d'approches du leadership. On entend parler de toutes sortes de trucs. Moi, je pense que c'est un mot très à la mode en ce moment qu'il faut aussi démystifier parce que leadership, c'est quoi au final? Je suis un leader, je suis un boss, mais c'est parce qu'un boss peut être un leader. Je sais pas, là, tu vas pouvoir me corriger peut-être là-dessus. Là. Mais au final, peut-être juste explique-le plus. Je vais l'expliquer en parlant de la posture parce que être un gestionnaire, quand on est un gestionnaire, on pose le cadre, parce que c'est important, en entreprise, il y a un cadre. Donc, ce qu'on apprenait à l'école de gestion, c'est le PODC, planifier, organiser, diriger, contrôler. Ça reste important aujourd'hui. Fait que quand on a notre chapeau de manager, de directeur, de gestionnaire, c'est ce chapeau-là qu'on porte. On est plus dans le cadre, donc la planification, l'organisation du travail. Quand on est dans notre rôle de leader, c'est plus la posture qui nous amène à inspirer les gens, à les emmener vers un objectif à atteindre, mais sans utiliser la force ou d'être directif. Donc, on les inspire à atteindre un objectif
avec nous. Fait qu'ils sont pas obligés de le faire parce qu'on les oblige à rencontrer certains résultats. Donc, c'est pas un mode directif, c'est un mode qui est plus autour de les inspirer à. Fait que ça, c'est le leadership. C'est pour ça que ça comprend beaucoup de compétences humaines et relationnelles. Ouais. Ça se développe, ça, au moins? Ou... Ça se développe. Ben oui, non, mais c'est une bonne question, Jessie, parce que il y a beaucoup de gens qui demandent la question, est-ce qu'on est leader ou on peut le devenir? Ouais, c'est ça, c'est là, ouais. Puis... Es-tu trop tard aussi pour le devenir? Parce que à un moment donné, toujours le concept de « Ah, mais j'ai tout le temps fait ça de même, mais là, tu sais, d'apprendre une nouvelle façon de faire, c'est-tu vraiment faisable? » Tu sais, mentalité, là. Ouais, ben c'est une excellente question parce que si on regarde nos enfants, tu sais, on va voir dans la cour d'école, il y en a qui ont certaines capacités qu'on peut attribuer au leadership, déjà de façon naturelle, hein, on le voit. Fait qu'il y a une partie qui est en nous, déjà. Mais il y a une grande partie qui s'apprend, puis sinon, ben, il n'y aurait pas autant de cours de leadership. Ouais. Donc, tout ce qu'on appelle, on parle souvent du charisme du leader, mais le charisme, c'est un set de comportements qui se développe. Donc, par exemple, l'écoute, l'empathie, on peut l'avoir de base. On peut être une personne très empathique, mais on peut apprendre aussi certains comportements où il est possible de mieux écouter, de mieux être là pour l'autre. Donc, ça se décortique quand même dans des comportements. Fait que ça s'apprend, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est cool, ça. Ouais. OK. Puis là, actuellement, dans le fond, tu travailles avec des chefs d'entreprise, des dirigeants... Ouais. Exact. Donc, ce que je fais principalement, c'est que je développe des programmes de développement de leadership parce que je crois moins qu'avant, aux approches de courte durée. Tu sais, puis je comprends très bien qu'on a souvent... on veut faire les choses vite, on veut apprendre vite, on veut aller à une conférence d'1 heure puis en sortir quelque chose. Puis oui, puis il y a des bons outils qu'on peut aller chercher comme ça rapidement, mais pour moi, devenir un bon leader, c'est un voyage. C'est un voyage qui prend du temps parce que c'est devenir un encore plus humain, c'est aller accéder à son humanité. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Alors, je crois dans les programmes de plus longue durée où on entreprend vraiment un voyage de connaissance de qui on est en tant qu'humain et donc de qui on est en tant que leader et qu'est-ce qu'on a à mettre au profit de notre organisation, comment est-ce qu'on peut contribuer. Moi, j'appelle ça nos super pouvoirs. Parce que la pire chose qu'on peut faire, c'est essayer d'être le leader qu'on n'est pas, essayer de copier le leadership de quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, le leadership, ça part vraiment de qui on est. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette écrite. On a tous nos cadeaux. Puis quand on les découvre, puis qu'on les met au profit de notre organisation, c'est là qu'on inspire puis qu'on brille le plus comme leader. Ça m'apaise déjà en passant. Je trouve ça fantastique. Puis tu sais, je réfléchissais rapidement puis je me dis, tu sais, oui, connecté à son humanité et tout ça. Puis moi, à l'inverse, ce qu'on me reproche souvent, c'est d'être trop humain, trop proche de mes clients. Mais en fait, mes employés, excusez-moi, là, mais je me pose la question, tu sais, là, cette nuance-là, cette ligne-là d'entretenir l'équilibre des deux entre être inspirant, inspiré, d'être proche de tes employés, mais jusqu'à quelle mesure? Ouais. Là? Parce que, tu sais, il y a un côté sombre à toute chose aussi. Fait que non, c'est là ma curiosité. OK. Bien, encore une fois, c'est une excellente question parce que j'ai un participant l'autre fois qui est un DG d'entreprise qui me disait, tu sais, Pascal, la vulnérabilité, puis être humain, tout ça, il dit, je veux bien, là, mais il dit, je veux pas être perçu comme l'espèce de gars mou, puis juste le bon gars, puis, tu sais, jusqu'où je vais là-dedans, tu sais. Fait que ça veut pas dire que parce qu'on est humain et bienveillant, qu'on peut pas être ferme en même temps. Il y a moyen de porter les deux chapeaux en même temps. Je donne un exemple. OK, mettons que dans une job de leader, on a malheureusement parfois à faire des choses qui sont plus difficiles, tu sais, à prendre des décisions difficiles, à mettre quelqu'un à pied. Tu sais, on a à faire ça. Bon. Mais maintenant, de le faire avec humanité, avec cœur, en disant, la personne que j'ai devant moi, elle va retourner à la maison ce soir, elle aura à aviser sa blonde, son chum, ses enfants, qu'elle n'a plus d'emploi. Comment je peux faire ça le plus humainement possible? J'ai à le faire. J'ai à porter mon chapeau de manager, puis à mettre cette personne-là à pied, mais comment je peux le faire de façon humaine? Peut-être en lui demandant, tu vois ça comment, toi, pour l'annonce aux autres employés? De l'écouter dans ce qu'elle vit. Tu vois, donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir à prendre ces décisions-là, mais on peut le faire avec cœur. Fait que c'est toujours ça un peu l'équilibre à aller chercher entre fermeté et bienveillance. Non, je trouve ça bon. Puis tu sais, c'est un peu comme se dire, quand tu viens, ça m'est arrivé, là, moi j'ai fait ça, je sais pas si c'était une chance que j'ai eue à ce niveau-là, mais faut que tu les accompagnes jusqu'au dernier pas.
à l'extérieur de l'entreprise, tu sais. Ouais. Je pense que c'est la plus belle façon parce qu'effectivement, tu construis une entreprise parce que tu veux offrir aux gens une qualité de vie, un style, puis qu'ils puissent s'épanouir au travers d'un cadre professionnel pour qu'ils puissent indirectement soit nourrir la famille, les dépenses, avoir une vie, tu sais, autre. Puis il y a des moments que tu arrives justement au point que tu dois les amener à quitter le bateau parce qu'ils ne cadrent plus dans ce qui est installé en ce moment-là. Puis c'est drôle, c'est un partage rapide, mais ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais un employé qui était avec moi, puis tu sais, je me suis assis avec, tu sais, l'émotion quand tu aimes tes employés, t'es comme, faut que je le fasse parce que il se rend pas service en ce moment, il rend pas service à l'entreprise, ça me rend pas service en même temps, mais tu sais, c'est souvent par rapport à l'entreprise versus tant l'employeur. Puis, tu sais, je me suis juste assis avec, puis j'ai dit, est-ce que tu es encore heureux? Comment tu te sens? C'est quoi tes défis en ce moment, tout ça? Puis j'ai amené la personne à me dire, dans le fond, tu sais, juste voir comment qu'elle allait. C'est ouais, finalement, je suis plus tant bien. Je dis, OK, mais comment qu'on peut s'assurer maintenant pour que tu sois bien? Bon, c'est sûr que c'est différent, là, des fois qu'il faut que tu sois plus ferme, là, mais ça a été tellement un beau moment. Puis, tu sais, je m'attendais tellement à quelque chose de tout croche. J'ai juste posé des questions, puis je l'accompagnais. J'ai même apporté la personne avec ses CV, les recommandations, j'ai appelé les gens. C'est une bonne personne dans ces circonstances-là, mais c'est tout un défi juste de le faire. Fait que, tu sais, j'ai appuyé mon humanité pour la rencontrer, mais en même temps, le chef d'entreprise par rapport aux objectifs, tout ça, ça ne cadrerait plus. Mais il y a toutes sortes de licenciements, là, de remerciements, en fait, tout simplement. Puis ce que tu as fait, ben, tu l'as écouté, puis tu as ouvert le dialogue. Alors, ça, ce que ça fait, c'est quand un humain se sent écouté, puis il se sent compris, ben là, ça rouvre la porte à toutes sortes d'autres options qui ne sont pas nécessairement possibles si on se sent... ben c'est ça, si on sent pas de bienveillance, puis on sent pas l'amour. Moi, je trouve ça drôle qu'on est capable de parler d'amour maintenant. Je l'ai dit ou pas, je me souviens plus. Oui, tu l'as dit. Moi, je trouve ça extraordinaire, tu sais, parce que si tu m'avais dit il y a 25 ans qu'on parlerait d'amour en entreprise, un jour, je t'aurais dit, mais non, mais t'es fou, tu sais. Mais on le fait maintenant. On parle d'amour en entreprise, tu sais. Puis je pense que comme entreprise, on a une responsabilité qui va bien à l'extérieur de notre boîte. Parce que les gens qu'on engage, ben, c'est des humains qui retournent chez eux le soir et qui font partie de la société. Donc, on veut que ces gens-là, quand ils retournent à la maison, ben, ils ne soient pas complètement brûlés, lessivés, écœurés de leur journée. On veut qu'ils retournent à la maison puis qu'ils se disent « Wow! » Il y a une suite, là, tu sais. Ouais, aujourd'hui, j'ai une belle journée, je me sens inspirée par ce que je fais, je tripe à travailler là. Fait que là, qu'est-ce qui arrive quand ils arrivent à la maison pour s'occuper de leurs enfants? Ben, ils sont de bonne humeur, ils sont dans la joie. Fait que ça va, tu sais, ce qu'on fait vivre à nos employés au travail, ça déborde sur ce que l'entreprise... Ça a un impact sur la société, mais tout à fait. Tu sais, quand tu dis les enfants, la femme, le mari, peu importe, juste déjà là, c'est extraordinaire parce que, tu sais, un employé a un impact. J'avais vu des statistiques sur la quantité d'impact que dans une vie, une personne moyenne a, là, je me rappelle plus les chiffres, mais on parle de milliers de personnes, là, tu sais, puis... de dire que déjà tu as un impact sur 4 personnes qui vont avoir aussi un impact sur des milliers de personnes, c'est la moindre des choses comme chef d'entreprise. Ça. C'est ça. Fait que moi, ça me touche de savoir ça, que je dis, OK, ben ce monde-là, ils retournent chez eux, puis ben ils vont amener un petit peu de cette lumière-là du bureau, tu sais, qui ont vécu au bureau avec leur famille, avec leurs proches, avec leurs amis, et les 990 autres personnes. Oui, c'est ça, exact, c'est ça. Tout dépend des chiffres. C'est peut-être des gens qui vont me corriger, là. Ils l'inscriront sur Facebook via le site web. Cool. Là, j'aimerais qu'on continue parce que tellement plein d'informations. C'est ça, le défi aujourd'hui, là, c'est d'aller chercher ce que vous avez besoin. En même temps, t'as tellement plein de beaux sujets. Je te laisse vraiment continuer avec des sujets que tu voulais apporter, là. Parfait. Bien, d'abord, juste pour définir un peu c'est quoi le leader humaniste, hein, parce qu'on parle beaucoup de ça, puis il y a beaucoup de déclinaisons du leadership conscient, authentique, intentionnel, le servant leadership. Moi, je pense qu'à la base, un leader, ça se doit d'être tout ça. Donc, le leader humaniste, il est conscient. Il est conscient de lui, des autres, et des systèmes qui l'entourent aussi, de la société, tout ça, donc de l'impact qu'il y a à l'extérieur. C'est quelqu'un qui est authentique parce que son leadership, comme je disais tantôt, il part de lui. Donc, évidemment, qui est aligné par rapport à ses valeurs, puis à ce en quoi il croit. Fait que c'est ça, un leader qui est authentique. Puis bien, c'est un leader qui est intentionnel. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours en réaction à la peur de quelque chose. Tu sais, peur de perdre sa job, peur de ne pas faire assez d'argent, peur de ne pas avoir assez de clients. Il travaille pour quelque chose, vers une vision, vers quelque chose qui l'inspire.
Fait que ça, c'est travailler sur une intention, un leader intentionnel. Donc, c'est un peu tout ça. Tu sais, c'est quelqu'un qui a une conscience de lui, donc qui a travaillé à bien se connaître, donc pour être capable d'identifier ce qu'il peut mettre à contribution pour son équipe, pour son entreprise et plus grand. Donc, c'est ce que... Donc, tu t'imagines bien que être un leader humaniste dans cette déclinaison-là, ben c'est quelque chose qui prend du temps pour... c'est un voyage. C'est quand même complexe, là, exactement. Ouais, c'est ça. C'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine, c'est une aventure d'une vie. Fait que ceci étant dit, pour continuer dans ce sens-là, ben il y a une chose dans laquelle je crois beaucoup, qui est la performance durable. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de... La performance durable, OK, je vais te répondre non, mais peut-être que je n'ai entendu parler de d'autres formes ou juste d'une autre façon. Ben, fait que je peux peut-être... Oui, vas-y. Fait que la performance durable, en fait, c'est une approche responsable de la performance. Au lieu de penser à la performance à court terme. Tu sais, prends un exemple où on pense à court terme, alors qu'est-ce qu'on fait? On lessive nos employés puis nos ressources pour aller en chercher le plus possible pour atteindre des résultats rapidement. Puis, ben, éventuellement, nos employés, ou nos ressources, ils s'épuisent. Alors, c'est une approche responsable. On fait l'adéquation entre ressources et résultats et on respecte l'humain dans ses limites. Alors, ça, c'est la performance durable. Donc, c'est une approche qui prend en compte l'humain. OK. Puis, tu sais, dans l'approche durable, tu sais, en fait, ça rentre clairement que l'approche à l'environnement durable et compagnie, mais dans une approche plus employé, relation employeur-employé. Mais y a-t-il des choses qu'on peut, tu sais, au-delà du descriptif, y a-t-il des points, des choses à regarder? Comment qu'on peut éveiller, en fait, un chef d'entreprise à dire, est-ce qu'actuellement, tu utilises vraiment une démarche durable? Oui. Bien, on va en parler dans toutes les actions de l'engagement parce que c'est hyper connecté. Donc, l'engagement, à un moment donné, tu vas me demander, ben Pascal, on fait quoi pour susciter l'engagement? Je sens que tu vas me poser cette question-là parce qu'on va vouloir quand même aller dans des actions. Des notes, vas-y, Puis là, ben, on va parler exactement de ça parce que un des grands leviers de l'engagement, c'est la performance durable. Donc, une performance qui prend soin des humains. Mais tu sais, en gros, on peut dire déjà rapidement, c'est sûr que l'humain, à la base, a besoin de sentir qu'il est autonome, qu'il a une autonomie. C'est important dans notre travail de sentir qu'on a une latitude dans ce qu'on fait au lieu de toujours faire les mêmes choses répétitives puis d'avoir aucun pouvoir sur comment se passent les choses. Fait que quand le leader décrit le pourquoi on a à faire les choses puis le où on veut arriver, mais il laisse la latitude sur le comment. Pour une créativité, pour mettre sa couleur, sa saveur, pour sentir qu'on a un peu de nous là-dedans. Exact. Je pense que c'est peut-être ça aussi de se voir dans... Parce que souvent, tu sais, quand tu viens à faire une série de tâches, on pourrait dire ça comme ça, les gens qui n'aiment pas dire qu'on fait des tâches, des actions, peu importe. Ces actions-là, si ça ne nous ressemble pas, comment tu veux qu'on s'approprie le projet? Oui, c'est ça. C'est exact. Puis aussi, on n'est pas... tu sais, on engage des humains pour des compétences parce que ils ont certaines habiletés. Si on leur laisse pas de la latitude dans comment ils veulent faire les choses, ben ils deviennent juste des exécutants. Puis ça, c'est pas... Il y a pas grand monde qui aime ça. Tu sais, on aime ça, pouvoir créer, pouvoir définir, comment... Puis innover. Oui. Mais c'est difficile en même temps parce que, tu sais, on tombe un peu dans l'approche de... Il faut que tu apprennes à laisser de la flexibilité à tes employés. Tu délègues aussi certaines portions du procédé en leur faisant confiance. Mais tu sais, quand t'es en arrière, tu es comme, ça va-tu être bien fait si c'est fait comme ça? Exact. Tu sais, là, cette part-là, là. Ben oui, le lâcher-prise, sur le résultat. OK, ça sera peut-être pas fait exactement comme je l'avais prévu, ça se peut, mais en même temps, mettons que c'est fait encore mieux. Il y a quand même cette possibilité-là, mais le lâcher-prise... Je ne sais pas s'il y a des perfectionnistes ici dans la salle, je plaide coupable, mais ça, c'est notre principal cheval de bataille. Tu sais, laisser la latitude sur la façon dont on fait les choses, parce que quand on est perfectionniste, on essaie toujours que ce soit mieux, puis il n'y a pas de fin à ça, tu sais, fait que lâcher prise là-dessus, puis faire confiance. Donc, à ta question, un autre élément, c'est est-ce qu'il y a de la confiance dans l'entreprise? Ça veut dire, est-ce que, par rapport à la tâche,
par rapport aussi aux intentions. Tu sais, est-ce que je suis en mesure de dire, ben Jessie, mon collègue de travail, je doute pas de ses intentions envers moi puis envers l'entreprise. Donc, s'il me fait un feedback difficile à entendre, s'il me fait un commentaire, ben je ne doute pas qu'il le fait parce que l'entreprise lui tient à cœur, parce que l'équipe lui tient à cœur. Donc, on est capable dans l'équipe d'avoir des discussions difficiles, de se donner de la rétroaction qui n'est pas toujours facile, parce qu'il y a la confiance dans l'équipe. Fait que ça, c'est un bon indicateur. Les équipes, par exemple, qui disent, un peu comme les couples, là, « Ah, nous, on chicane jamais », là. Ben, c'est un indicateur de, tu vas dans les rencontres, puis c'est ennuyant, il se passe rien, il y a personne qui dit ce qu'il pense. Ben ça, c'est pas mieux qu'une équipe qui va se battre à point ouvert. Non, exactement, c'est ça. C'est le même... Les conflits, il faut juste tirer le meilleur de tout ça. Exact. Puis moi, c'est drôle parce que des fois, j'assoyais les gars avec moi, surtout cet été, là, parce que, tu sais, bon, selon le défi, croissance, je veux dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais c'est pas toujours comme ça se doit, mais on apprend puis on développe. Puis, tu sais, quand je m'assois avec eux autres, je leur dis, bon, s'il y a des affaires à dire, là, que ça fasse mal ou pas, c'est pas grave. Ouais. Parce que le but, c'est de les savoir pour pouvoir les corriger puis de trouver des solutions à la situation. Puis, tu sais, j'essaie de réfléchir, voir, je me pose des questions, tu sais, mettons, chef d'entreprise, leader, là, je t'écoute, puis je suis comme, est-ce que je favorise ce genre d'entrain-là? Y a-t-il une façon que je pourrais sortir, là, j'exagère peut-être, là, mais sortir de mon bureau, puis de regarder, tu sais, ou d'analyser, voir comment ça se passe, puis de me dire, hey, finalement, il y a telle chose qui se passe. Je ne favorise pas ce genre de façon de faire pour le côté durable, mais peut-être aussi comme le leader humaniste, là, tu sais, dans les deux cas. Y a-tu un indicateur qu'on voit dans une entreprise entre les relations entre les individus qui peuvent nous dire que, effectivement, c'est pas mis en place ce genre de choses-là? Oui. Bien, tu vois, on parlait du conflit. Donc, ça, cette notion-là là, que j'apporte de capacité à gérer les conflits, c'est Patrick Lencioni qui a écrit The 5 Dysfunctions of a Team. Donc, c'est quoi les 5 éléments d'une équipe performante? Donc, si on part d'en bas, la confiance. Si on n'a pas la confiance, les autres éléments ne peuvent pas être atteints. Donc, l'élément suivant, c'est la capacité à gérer les conflits. Est-ce que dans mon équipe, on est dans des conflits ouverts ou on est dans ce qu'on appelle l'harmonie artificielle? Personne ne dit jamais rien sur ce qui se passe. Il n'y a jamais personne qui ose s'exprimer. Ça, c'est un super bon indicateur. Quand on est capable de gérer nos conflits de façon constructive, comme tu disais, bien là, ça veut dire que quand on a des décisions à prendre ensemble, on sait exprimer si on n'était pas d'accord, parce qu'on sait qu'on peut le faire, on est en confiance, on sait que les autres ne le prendront pas personnellement, et donc on va être capable de se rallier à une décision et de s'engager dans cette décision-là, puis de se sentir responsable, même si c'est pas ça que je voulais au départ, puis j'étais pas bien d'accord, mais OK, j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, on se rallie, puis chacun est responsable de son bout. Fait que la responsabilisation, ça, c'est un indicateur super puissant aussi. Tu sais, je réfléchis parce qu'il y a un point qui, moi, je trouve super important, là. Tu sais, c'est une chose de s'exprimer, mais de comment le faire, c'en est une autre. Puis que les employés le fassent, ou tu sais, les gens qui sont là, le fassent d'une façon, mais la personne qui vient à trancher, là, tu sais, indirectement, ça va être l'équipe, parce que les idées vont sortir, tout ça, les façons de s'exprimer, puis il va y avoir une solution qui va être trouvée, qui va être commune, d'une certaine façon. C'est pas une personne qui va dire ah, c'est ça, puis c'est tout. Mais comment, d'une part, les gens doivent soit s'exprimer, peut-être, ou sinon, comment que les gens doivent accepter que l'autre s'exprime d'une façon X, puis de pas prendre ça en embarquant tout de suite sur hey, wow, j'ai embarqué sur mes grands chevaux, là, parce que là, non. Comment tu peux le recevoir ou te préparer à dire, OK, cette personne va s'exprimer de n'importe quelle façon, mais au moins, elle va savoir exprimer. Puis là, je fais juste une petite parenthèse rapide, mais que tu vas peut-être pouvoir aborder le point. Mais j'ai eu des commentaires comme quoi que de s'exprimer, tu sais, quand je m'assoyais avec ma gang, tout ça, puis qu'on prend le temps de le faire, ils me disent, hey, ça m'a fait du bien, puis même qu'il y en a qui se sont améliorés en s'exprimant, à force de le faire. C'est un exercice, là, s'exprimer, là. Tout à fait. Fait que je sais pas si c'est bon le point que je lève là ou tu as quelque chose à mettre là-dessus. Oui, parce qu'on peut dire, bon, c'est bon de s'exprimer, mais on peut pas le faire n'importe comment non plus. Là, puis ça, ben oui, c'est par l'exercice que ça s'améliore. On entre souvent dans des conversations difficiles sans se préparer, ce qui, à mon avis, est une erreur. On devrait toujours
bien se préparer avant d'aborder une communication difficile. Premièrement, pour aller voir qu'est-ce qui est là pour moi là-dedans, dans cette situation-là. Là, l'auto-empathie ou l'auto-compassion, il y a de quoi qui t'a dérangé, ben aller voir, OK, ça a touché quoi pour moi, pour être capable d'en parler à l'autre sans être dans le jugement de lui-même, mais de parler vraiment de soi. Fait que ça, moi, je trouve que c'est une clé. Quand on s'exprime dans des situations difficiles, donc, au lieu d'être dans le jugement, donc, Jessie, ce que tu as fait, j'ai trouvé ça irresponsable, j'ai trouvé ça désagréable. Donc là, je suis en train de parler de toi. Mm-hmm. Donc, toi, probablement que tu vas entendre ça, puis déjà, tu vas commencer à être ses dents, puis à prendre ça personnel, puis à dire, bon... Tu as peut-être dû me poser quelques questions avant, mettons. Là, c'est ça, on est là-dedans. Fait que... donc, au lieu de ça, je pars d'un fait ou d'une observation. Bon, il y a un fait, une observation, c'est quelque chose qui est non discutable, que tu peux pas challenger. Comme bon, hier, à la rencontre, tu es arrivé à 11h15, puis on avait prévu commencer à 11h. Ça, c'est un fait. Donc, je suis pas en train de dire, t'es jamais à l'heure, t'es pas responsable, t'es pas impliqué dans le projet, t'es pas engagé, etc. Je commence avec une observation. Et là, je te parle de moi. Écoute, moi, ça m'inquiète parce que ce projet-là, on a des deadlines serrés, puis c'était vraiment important. Là, je te parle de mon besoin. Vraiment important pour moi, Jessie, que le client soit satisfait, qu'on arrive à temps, qu'on rencontre nos échéanciers. Puis là, ben ça m'inquiète si on commence à être en retard et tout ça. Donc, je sais pas si tu remarques la différence, mais je suis pas en train de te juger, mais je suis en train de te parler de l'impact sur moi du comportement. Puis c'est la même chose quand je veux te dire quelque chose de positif. Si je te parle de l'impact sur moi, ben je suis en train de te nommer comment t'as changé ma vie, mais pour le mieux, tu sais. Puis là, tu comprends vraiment. Ça, c'est des belles reconnaissances. C'est dire, OK, ben ce que t'as fait hier, hey, écoute, ça m'a tellement aidé parce que j'avais besoin parce que c'est important pour moi hier d'avoir de l'aide, d'avoir du support. Fait que, tu sais, de parler de soi. OK. Non, je trouve ça intéressant. Puis on y va. Encore une fois, on parle d'émotion à l'intérieur. Puis, tu sais, une forme de vulnérabilité, mais qui est pas clairement, qui est à petite échelle, là, d'exprimer, tu sais, bon, mes inquiétudes et compagnie. Mais c'est une belle façon, non? J'aime ça. Cool. J'espère jusqu'à date, les gens trouvent ça intéressant puis ils peuvent capter l'information. Là, on n'a même pas commencé notre sujet. Non, je sais, mais c'est parfait. Parce que mais c'est bon, on a mis la table. On a bien mis la table. Oui. Ouais. Fait allons-y. Ben, il y avait une autre grande croyance que j'ai, puis je te la partage, et je vous la partage parce que c'est important, mais une organisation peut pas être à un niveau de conscience supérieur que le niveau de conscience de ses leaders. Ce que ça veut dire, ça, pour moi, c'est que, par exemple, il y a des entreprises qui vont dire, bon, moi, j'ai des grands projets, tu sais, je veux grandir, je veux être une entreprise qui fait les choses différemment, je veux une culture d'entreprise axée sur l'humain, sur le bien-être, etc. C'est super. Ça veut dire que peut-être qu'en tant que dirigeant, ou tu as un certain niveau de conscience, de dire, mais ce que ça prend aussi, c'est des leaders capables de te rejoindre là-dedans, dans ce niveau de conscience-là. Et donc, il faut développer nos leaders pour être capable de porter ça dans l'entreprise. Souvent, nos leaders, c'est des gens qui ont des bonnes compétences techniques. Puis ils sont devenus leaders par accident ou parce qu'on les reconnaissait dans leur poste technique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont donc être nécessairement habilités ou on va s'attendre d'eux qu'ils soient habiles assez pour l'aider des gens, puis les engager, puis les motiver. Puis c'est un peu injuste parce que au départ, c'est pas ça qu'ils ont appris. Ils ont appris une compétence technique. Fait qu'il faut développer nos leaders pour être capable de faire ça. Puis il faut développer leur conscience. Donc, il faut les développer. Fait que ça, c'est un must, une de mes croyances. OK. Ouais, je sais pas si ça fait du sens. Oui, absolument. Je suis une écoute profonde en ce moment. Ouais, OK, parfait. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on voulait parler d'engagement puis de bonheur, tout ça. On est rendu là. On est rendu là. Ben oui, après une demi-heure. Puis c'est drôle parce que je sais pas si t'es un fan de Richard Desjardins. Mais, dans une de ses chansons, là, il parle de l'origine du mot travail. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui, non, c'est ça. Okay. Dans l'origine du mot travail, c'est tripalium, instrument de torture. Puis moi, ça me fait rire parce que c'est vrai que on a identifié pendant longtemps, en tout cas dans ma génération, là, le travail comme étant quelque chose que tu dois faire. Puis c'est pas supposé être facile, le travail. T'sais. Fait que c'est supposé être tu bûches dur, puis t'atteins des résultats. Puis
Puis là, ben on parle de bonheur au travail. Fait que ça, c'est comme deux mots qui, avant, n'auraient pas nécessairement été compatibles. Non, c'est clair. Ben, en fait, la mentalité puis comment qu'on voit le mot a changé un peu, là. Ben tout à fait, tout à fait. Puis il y a des personnes assez célèbres qui se sont dit, ben je vais m'intéresser à cet enjeu-là. Il y a entre autres une dame, Laurence Vanney. C'était une dame qui travaillait dans le pharmaceutique, une ingénieure. Puis elle s'est mise à s'intéresser, c'est une Française, au bonheur au travail. Il y a des gens de l'École supérieure de commerce de Paris, Isaac Getz, entre autres, qui il a étudié 200 entreprises qu'on appelle libérées. Il y a Jean-François Zobris, c'est l'ancien directeur général de Favi. Lui est devenu super célèbre aussi parce que il a fait de Favi une entreprise libérée où on a laissé tomber tout le contrôle dans l'entreprise et où on a redonné du pouvoir, dans le fond, aux employés. Il a pas fait lui, quelque chose du genre. Ouais, tu peux trouver ces gens-là. Ouais. Fait que dans le fond, ce que ces gens-là disent, c'est que moins de contrôle, plus de résultats. OK, ben là, ça nous éveille à autre chose. Puis dans un livre que je lisais par rapport à ça, par exemple, il donnait l'exemple d'une entreprise qui disait, OK, bon, on a un magasin, tu sais, dans l'usine. Puis dans ce magasin-là, les gens peuvent aller emprunter des outils. Puis là, ben on a un magasinier qui est responsable de prendre en note ce que les gens empruntent, puis quand est-ce qu'il faut qu'ils le ramènent. Puis c'est ça, sa job à temps plein. Fait qu'il coûte, je sais pas moi, mettons 50 000 par année, là, à gérer le stock du magasin. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit, ça vaut-tu vraiment la peine d'avoir quelqu'un à temps plein qui contrôle si les gens ramènent ou non les outils dans l'usine? Fait qu'ils ont dit, on va essayer autre chose. On va faire confiance aux gens. On va se débarrasser du magasinier, puis on va dire aux gens, vous avez le droit d'emprunter des outils, puis même de les emmener chez vous si vous en avez besoin, pourvu que vous les rameniez. Puis ils ont éliminé le poste du magasinier. Donc 50 000 $ de plus dans leur poche. Puis là, ils se faisaient poser la question, mais y a-tu des vols parfois? On ne peut pas l'empêcher. Peut-être qu'il y a un vol ou deux dans l'année, mais à la base, quand les employés sentent que tu leur fais confiance, au lieu de les contrôler sur « tu vas-tu ramener ton outil », il y en a moins. Et donc, on a clairement justifié le salaire de 50 000 $ du magasinier. Tu vois, le genre de... Donc, faire confiance aux employés, ça rapporte. Fait que les entreprises libérées, c'est un peu la trame de fond. Ça doit être assez fou parce que là, je m'imagine là, les chefs d'entreprise puis qui sont comme, bon, mais là, moi, t'as une minute, là, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ça plus libéré? Je veux que ça fonctionne, mais moi, c'est comme si, c'est comme ça, mais j'ai telle limitation. C'est tellement du cas par cas aussi, le genre de choses-là. Là. Tout à fait. Ouais. Il y a un livre que j'avais pris en note pour vous suggérer à la fin, c'est Frédéric Laloux, qui s'appelle Reinventing Organizations, et c'est un livre qui aborde ce sujet-là des entreprises libérées. C'est, écoute, un livre, là, lui, il pensait jamais que ça aurait eu autant d'impact, mais écoute, il y a beaucoup de leaders qui sont en train de lire ce livre-là. Frédéric Laloux est en train de faire une série de vidéos là-dessus, parce que c'est ça la prochaine étape pour nos entreprises, d'aller vers d'autres types de management, puis d'autres types de structures qui sont moins axées sur le contrôle, où on redonne plus de pouvoir vers le bas, puis où on fait plus confiance aux employés. Oui, parce que c'est surtout ce que les gens recherchent en ce moment, ouais. Puis encore plus les nouvelles générations, sachant avec le gros boom là, qu'on a actuellement, je parle, plus le gros déficit de main-d'œuvre qu'on a, là, puis le boom de la problématique, là, en fait, là, c'est encore plus criant de s'adapter à ce genre d'intervention-là pour augmenter le bonheur en entreprise, le respect, puis l'identité des gens aussi à l'intérieur. Parce que oui, tu parlais d'outils, de les ramener, mais dans les tâches, de mettre sa saveur, sa couleur, ils s'approprient l'entreprise aussi, puis s'approprient la responsabilité de rapporter les outils. Donc, ce niveau d'appartenance-là vient d'augmenter au lieu d'augmenter le niveau de contrôle, puis de sentir que finalement, tu es juste un numéro, tu es juste genre un pion qui fait des actions. C'est bon de repenser aux procédés que vous avez à l'intérieur de votre entreprise. Là. Exact. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment penser là, outside the box, là, puis changer vraiment la façon dont on organise
puis on fait les choses à l'intérieur. Fait que là, il y a beaucoup de mouvements. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour le futur. Il y a beaucoup de mouvements maintenant autour de ça. Fait que ça, c'est super le fun. Puis, ben, si on parle spécifiquement de l'engagement, d'abord, c'est important de dire ce que ça n'est pas, l'engagement, parce qu'on parle beaucoup de satisfaction au travail, de bonheur au travail, tout ça. Fait que là, on vient de parler un petit peu du bonheur, mais l'engagement et le bonheur, c'est pas la même chose. On peut avoir un employé très satisfait de son travail et très heureux, mais pas engagé. Exemple, mettons, prenons, je sais pas moi, Steve. Bon, Steve, il travaille dans une boîte où il peut mettre son skateboard à la porte, il y a une table de pool, il y a des 5 à 7. Fait que Steve, il trippe, là. Il trippe sur sa job, puis il en parle à tous ses amis. Fait qu'il est bien heureux, il est bien satisfait, mais ça ne veut pas dire qu'il est engagé. Parce que l'engagement a un lien direct avec la performance. Fait que tu peux être heureux, mais pas être engagé nécessairement. Donc, pas être performant. Donc, c'est ça la distinction entre les deux. OK. Puis, dans le fond, après ça, c'est de voir comment on augmente la performance pour équilibrer les deux. Ben, effectivement, parce que, ben oui, on veut des employés heureux, c'est sûr, mais en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est des employés qui sont engagés, parce que, oui, on a beau être dans l'humain puis dans le cœur, mais on a quand même des résultats à atteindre, puis il faut être profitable aussi comme entreprise. Donc, des employés seulement heureux, ben ça n'a pas nécessairement un lien direct sur notre performance. Non, je suis d'accord avec toi. Oui, je trouve ça intéressant. Fait que, ben les définitions de l'engagement, il y en a autant qu'il y a de supposés experts de l'engagement, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis, il y a une chose aussi que je trouve importante de mentionner, c'est que souvent, on va dire l'employé engagé, c'est celui qui fait le petit plus pour l'organisation. C'est possible, mais c'est pas toujours le cas, parce que tu sais que des fois, on presse beaucoup le citron dans nos entreprises parce qu'on a beaucoup à faire, puis il y a beaucoup de pression. Alors, peut-être que je vais faire le petit plus, mais parce que je me sens sous pression de le faire. Ouais. C'est ça. Fait que c'est pas nécessairement un indicateur. Ben, il y a des types d'engagement. OK. C'est comme dans un mariage, OK? Mettons, dans ta relation de couple, là, Jessie, tu peux être là pour 2 raisons. Tu peux être là avec la tête, tu peux être là avec le cœur. Fait que être engagé dans un mariage avec la tête, ben j'ai bien trop à perdre. Tu sais, je peux pas quitter ma blonde, on a un condo, on a des finances, on a des REER. Fait que j'ai trop à perdre et les conditions sont avantageuses. Mm-hmm. Donc ça, c'est l'engagement de tête. Fait que dans l'entreprise, il y en a. C'est correct. On pourrait dire un engagement plus intellectuel. Exact. Okay. On est ici. OK. Puis sinon, ben il y a l'engagement de cœur. Donc, l'organisation dans laquelle je travaille, c'est vraiment aligné profondément avec mes valeurs, ce en quoi je crois, puis ben j'ai le goût de m'investir. Donc ça, c'est l'engagement plus de cœur. Puis je dis pas qu'il y en a un qui est nécessairement mieux que l'autre, mais l'engagement de cœur, on se doutera bien que ben ça porte plus de façon... je pense qu'il y en a un qui est plus enraciné que l'autre. Tout à fait. Fait que je trouve ça intéressant. Okay. Celui qui va t'emmener à faire le petit plus, c'est probablement l'engagement de cœur. Fait que c'est celui qu'on recherche davantage. Puis, mais il y a aussi 2 types d'entreprises. Il y a les entreprises qui voient l'engagement comme quelque chose de très transactionnel. Donc, on fait un sondage annuel. Tu sais, les fameux sondages annuels sur l'engagement. On mesure. Et là, on obtient des résultats sur notre taux d'engagement. Puis là, on se dit, « Oh mon Dieu, mon taux d'engagement est bas. Il faut que je fasse quelque chose. » Puis là, je vais mettre des mesures en place pour augmenter mes statistiques. Et ben ça revient à chaque année. Puis c'est un peu un fardeau, les sondages d'engagement. Fait que ça, c'est le premier type d'entreprise. OK, c'est assez... Ouais. Ben, on voit ça. Oui, on est, bon. Et l'autre type, c'est transformationnel. Donc, pour moi, l'engagement dans mon entreprise, ça fait partie de la culture. Ça fait partie de mon ADN. C'est quelque chose qui est super important. On ne se pose même pas la question, donc on est proactif. On n'attend pas le sondage pour parler d'engagement. C'est une pratique quotidienne de penser à l'engagement de ses employés. Fait que ça, c'est les 2 types d'entreprises face à l'engagement. OK. Donc, évidemment, je recommande
la deuxième C'est version. assez simple, ouais, c'est ça. Je pensais pas que tu voulais me poser une question, mais c'était clair. Non, j'ai pris la première, finalement. La trouve vraiment mieux. Mais en fait, je me suis retenu quand tu as parlé de la première. J'étais comme, ouais, mais tu sais... mais là, je peux pas... Tu sais, mais en même temps, je pense aux auditeurs que t'as peut-être quelqu'un qui écoute qui est comme, ben moi, je suis là-dedans. Ben, on est là, là-dedans. Oups. Mais la réalité, c'est qu'on est là-dedans parce que c'est comme ça qu'on est organisé, tu sais. Puis ben, c'est parce que, tu sais, je sais pas si tu connais la notion un peu de faire la distinction en ce qui est urgent puis important, là. Mais souvent, on est dans l'urgence. Puis l'engagement, c'est quelque chose d'important. C'est pas toujours quelque chose d'urgent. Fait qu'on prend pas nécessairement le temps de mettre ça à notre agenda. Ben aujourd'hui, tu sais, je vais parler d'engagement. Ça prend du temps. Primo, prendre du temps pour le faire, mais pour le bâtir, puis pour l'entretenir. Exactement. C'est ça. Ouais. Alors, au quotidien, bon, on est pogné dans nos opérations, dans nos urgences, répondre à des demandes clients. Alors, bien évidemment que quand on arrive à la date du sondage annuel, bien là, ça devient urgent, puis là, on l'attaque, mais on est en mode réactif dans ce temps-là, parce que si nos chiffres nous montrent qu'on souffre déjà dans notre organisation, bien, il est tard pour réagir. Mais oui, on est là-dedans parce que... Puis c'est vraiment sans jugement, là. C'est parce que, connaissant aussi, nos vies, on est super pris dans toutes sortes de trucs au quotidien. Il faut juste faire une prise de conscience, puis prendre... Bon, on va parler de divers points, tout ça, les choses, mais d'aller chercher des solutions pour mettre ça en place, là. Exactement. Il y a une auteure qui s'appelle Emma Bridger. Elle est psychologue, auteure. Elle est aussi consultante autour de l'engagement. Puis elle a écrit un livre qui s'appelle Employee Engagement. Bon, c'est pas... On sait de quoi ça parle. C'est assez direct. C'est quoi, c'est les meilleurs titres, ceux-là. Tu sais exactement que tu prends le livre, c'est exactement de quoi ça parle. Puis elle s'est inspirée aussi d'un homme qui s'appelle John Smith. Lui, il écrit The Chief Engagement Officer. Donc ça, c'est un autre livre à peut-être aller se procurer. La définition qu'elle donne, c'est « L'engagement est le degré d'implication personnelle des personnes dans le succès d'une entreprise. » Donc, l'engagement est le degré d'implication personnelle. Pourquoi j'aime cette définition-là? Premièrement, elle est courte. Bon, ça, j'aime ça. Puis, elle parle de l'aspect émotif de l'engagement. Parce que c'est ça, l'engagement. C'est émotif. C'est comme de dire, je viens au travail et je me soucie pour vrai de cette entreprise-là. Comme si c'était la mienne. Je m'identifie à l'entreprise. Fait qu'évidemment que je vais faire le petit plus pour faire en sorte que les résultats soient là. Donc, c'est là le lien entre l'engagement et la performance. J'en veux des résultats, je veux que ça marche. C'est comme si c'était ma boîte à moi. Tu sais, je vais aller plus loin, là, puis c'est peut-être le côté sombre de ça là, que je vais ressortir, mais tu peux avoir des employés qui sont super engagés, qui croient, qui adorent l'entreprise, qui donnent leur 200%. Ça, tu sais, moi, je l'ai déjà entendu, peut-être que les auditeurs aussi, tu sais. Je donne mon 200% pour l'entreprise, hein. T'as raison, c'est vrai que tu donnes. Donc, au final, même si tout ça arrive, c'est pas que je veux pas, c'est que les résultats sont quand même pas là. Mais c'est de favoriser ça pour aller chercher la masse de performants et compagnie. C'est sûr que c'est la meilleure chose à faire. Sauf qu'il y a aussi ce volet-là de traiter ce genre de situation-là. Là. Ça, c'est un autre par la manche, mais ça en fait penser à ça. Ben, tu sais, puis c'est super important ce que tu dis parce que quand on parle d'engagement, c'est est-ce que mon employé, il veut? Mais dans le développement d'un employé, il y a deux choses. Est-ce qu'il veut, puis est-ce qu'il peut? Alors, peut-être qu'il veut. Il veut full, il est engagé, il veut, mais il n'y a pas la compétence. Et là, ben, c'est développer plus sa compétence technique. Fait que c'est toujours la combinaison des deux à développer chez un employé. OK, cool. Donc, pourquoi on parle tant d'engagement? Parce qu'on en parle beaucoup. Il y a même des applications comme Office Vibe, par exemple, qui mesurent l'engagement. Il y a des spécialistes d'Harvard qui ont théorisé l'engagement puis qui ont fait un lien direct entre la profitabilité et le fait d'avoir des employés qui sont loyaux, productifs, satisfaits, etc. Puis ils ont appelé ça le Service Profit Chain. Fait que c'est devenu comme une théorie super populaire qui vient d'Harvard. Fait que bon, on se dit, OK, ben c'est important. Puis les grands leaders, ils savent que, tu sais, avoir des employés engagés, c'est pas mal la base de l'innovation. Puis la performance, de meilleurs services à la clientèle. Mais il y a d'autres choses aussi qui parlent vraiment beaucoup, c'est que quand on a un employé engagé, il risque moins de partir. Puis une embauche, puis un remplacement d'employé, ça nous coûte à peu près 1,5 fois son salaire. Fait que si on a un turnover qui est élevé, puis il faut toujours remplacer nos ressources, ça coûte cher. Il y a une étude Gallup qui a été faite il y a quelques années aux États-Unis. Le coût d'avoir des employés désengagés
donc avoir à les remplacer, tout ça, ça correspond à peu près 450 à 550 milliards de dollars par année aux États-Unis. Fait que ça coûte une fortune d'avoir des employés désengagés. Ouais. Non, c'est fou, hein. Puis c'est tellement difficile, tu sais, quand tu arrives aussi dans un pic comme ça, que t'es comme, tu réalises, hey, ton employé, peut-être qu'il a l'air moins engagé qu'avant. Qu'est-ce qui fait en sorte, bon, ça peut être autant personnel, c'est ça. Tu sais, des fois, ça se reflète sur plein de niveaux. Comment je fais pour scale up? Parce que peut-être c'est un excellent employé aussi avant, peut-être c'est un employé moyen, mais après ça, t'es comme, bon, je le garde-tu ou pas, mais au final, il y a quand même un coût à tout ça. Il drop, mais après ça, de le remplacer aussi pour la formation, tout ça. Non, c'est tout un problème, ça. Exact. Fait que c'est pour ça qu'on s'y intéresse tant, parce qu'il y a un coût associé à ça. Puis là, bien, évidemment, il y a les statistiques qui parlent. Donc, les statistiques, il y a une étude londonienne qui a été faite qui dit qu'à partir de l'âge de 35 ans, les gens commencent à détester leur travail. Donc là, il y a un paquet de choses qui se passent là, quand on avance dans notre carrière. Peut-être qu'on n'a pas rencontré les objectifs professionnels, on avance dans les postes, on a plus de pression, on a plus de stress, mais à partir de 35 ans, les statistiques par rapport à l'engagement descendent de moitié par rapport à l'engagement des gens. Fait qu'il y a de quoi qui se passe là, entre le temps que tu commences ta carrière puis le temps que tu avances dans ta carrière. Fait que ça parle beaucoup. C'est quand même intense, en sachant aussi que ça peut être divers niveaux. Là. Tu dis pression versus juste genre t'as pas atteint tes objectifs. Très différent parce que tu aurais bien beau avoir un excellent salaire qui est satisfaisant intellectuellement, mais émotionnellement, tes objectifs, fait que les deux viennent se connecter. Mais as-tu des solutions pour contrer ça? Ou au-delà des statistiques, avais-tu apporté d'autres informations pour qu'un chef d'entreprise puisse, parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent puis me disent « Ah ouais, j'en ai une couple de 35 ans et plus. » là. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression chez nous. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour ça? Bien, 35 ans et plus ou 35 ans et moins, une des choses qui... Puis encore plus, je pense, chez les 35 ans et moins, chez les milléniums, il y a beaucoup le sens. Tu sais, je te parlais au début de la chronique du sens. Bien, quand il y a du sens dans ce qu'on fait, il y a beaucoup plus de chances qu'on soit engagé à long terme dans notre travail, dans notre carrière. Puis, bien, c'est sûr qu'il y a le sens avec un grand S, puis il y a le sens avec un petit S. Tu sais, le sens avec un grand S, c'est qu'il y a une mission à laquelle... Moi, c'est un sens avec un grand S pour lequel je travaille parce que ma mission d'emmener de l'humanité dans les organisations, pour moi, elle est ancrée profondément en moi. Puis à chaque fois que je vois des leaders qui s'éveillent, qui se développent, tu sais, ça me nourrit vraiment beaucoup. Fait que pour moi, c'est un grand sens, mais c'est pas toujours obligé d'être des grands sens comme ça. Tu sais, c'est juste des fois d'expliquer le pourquoi on fait les choses, pourquoi c'est important, ça génère du sens pour nos gens. Puis donc, ça fait en sorte qu'on a le goût de revenir. On a l'impression qu'on contribue. En fait, l'humain, là, a besoin de savoir qui est utile, puis qui contribue à quelque chose. Puis le sens, ça fait ça. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Ça touche à l'émotion. Fait que l'émotion, engagement. Tu sais, il y a tellement de gens qui en parlent aussi dans leurs livres et compagnie, tout ça. Puis tu sais, bon, Simon Sinek, c'en est un là, qui parle beaucoup de ça. Là. Puis on en parle un peu avant, je sais que tu vas y revenir possiblement. Mais tu sais, d'avoir le sens qui contribue, qui développe, qui construise quelque chose. Tu sais, l'humain aime par essence, construire, développer, fortifier, établir des choses. Oui, exact. Et il y a d'autres statistiques assez alarmantes, OK? Je vais te donner les statistiques. Est-ce que je vais pleurer? Prépare ton petit mouchoir. Puis là, comme c'est des chiffres, je prends mes notes parce que souvent, les chiffres, je ne les retiens pas par cœur. Mais bon, étude Gallup sur l'engagement, OK? Donc, il y a 3 types d'engagement dans l'étude. Premièrement, les salariés engagés, on va les appeler les poules aux yeux d'or. Donc, la poule aux yeux d'or, là, elle fait le petit plus dont on parlait tantôt. Tu n'as même pas besoin d'y demander. Tu lui demandes un petit œuf blanc, elle te fait un petit œuf en or. Bon. Ça, c'est au Canada 20%. Bon. OK, c'est une petite proportion quand même. Mais... Tu peux dire, bon, c'est pas si pire, mais c'est parce que ça va dépendre des 2 autres catégories après. OK? Donc ça, c'est les gens vraiment engagés, là, ils créent de la valeur dans l'entreprise. OK? T'es content de les avoir, eux autres. Ah, eux autres, t'es vraiment content de les avoir. Bon, passons à la suivante. Oui. La catégorie suivante.
Celle-là, moi, je vais l'appeler... puis mes enfants, ils savaient pas c'était quoi. Tu me diras, tu sais c'est quoi, toi, mais une picouille. Tu sais c'est quoi, une picouille? C'est une vieille jument, là. Tu sais, Pas du tout. Non, bon, mais mon ça peut être un vieux mot. Ça va bien. Ou un vieux pitou, là, tu sais, à la ferme, là. Là, on parle de la poule, on est vraiment dans le thème de la ferme. Ben, la picouille, là, elle est vieille. Elle n'a pas même le goût. Fait que là, ben, t'as une demande à lui faire. Tu vas lui donner un petit coup, là, sur le bord là, du flanc, puis là, OK, elle va faire ce qu'elle a à faire. Elle va retourner se coucher dans un coin. Mm-hmm. Bon. Ça, c'est les employés qu'on appelle les salariés non engagés. Ils en font pas plus, pas moins, ils sont assez neutres, ils viennent au travail pour repartir à la maison le plus vite possible. Bien ça, sais-tu quel pourcentage? Mais là, je vais y aller. Mettons que je sais pas. Je vais essayer de quoi, là? 50%? Un petit peu plus, 66%. Bon, je vais juste arrêter le podcast, je vais m'en aller. Ça va... Mais là, attends, c'est là que tu vas peut-être pleurer parce qu'il y a une troisième catégorie. Là, on a dit les employés engagés. Qui sont 20%, c'est les bons employés que tu veux. T'écoutes bien. Ouais. Les non engagés, 66%. 66. Là, la troisième catégorie, Jessie, c'est les activement désengagés. Eux autres, si on fait le calcul rapidement, c'est 14%. Mais eux, là, si on continue notre analogie des animaux de la ferme, c'est les renards. Fait que les renards, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent nos poules aux œufs d'or. Eux autres, ils viennent au bureau le matin pour nous dire comment ils sont malheureux puis comment ils sont pas contents. Fait qu'au lieu de créer de la valeur, là, ils sont tellement mécontents et négatifs ils ont un effet négatif sur les gens qui sont engagés. Ça, c'est très, très néfaste pour l'entreprise. Puis c'est quand même 14%. Mais c'est la vieille idée de la pomme pourrite que tu mets avec les belles pommes, puis c'est fini, là. C'est ça. C'est poche. Puis tu sais, comment qu'on fait pour les voir, tu sais, les reconnaître, tout ça, parce que c'est souvent les plus intelligents de la gang, parce qu'ils savent comment ça fonctionne, ils sont sournois. Ben ouais, les renards. Ils sont rusés. Ouais. Puis là, tout a l'air beau, mais là, tu vois que tout le monde sont comme démoralisés. T'oses espérer qu'il y en a un qui vient te voir, tu sais, mais ça vient atterrir tout le monde là, avec une énergie comme ça. Là. Ça draine les gens. Ah, tout à fait. C'est très nuisible pour l'entreprise. Puis il y en a qui sont rusés puis qui agissent plus sournoisement. Il y en a qui agissent vraiment de façon très, très ouverte. Donc, il y a les deux cas. Mais effectivement, ça c'est la catégorie la plus nuisible. Puis là, on dit ça comment avec eux autres? Genre, comme chef d'entreprise, rapidement, peut-être les 2-3 conseils. Tu sais, c'est pas évident. Là, non, ça, c'est une grande question. Oui, parce que je pose la question, en fait, je sais très bien que c'est tellement du cas par cas. Là. Ouais. Tu sais, c'est la réalité. T'as le chef d'entreprise qui est comme, il sait, faut que je fasse de quoi, mais quoi? Oui. Puis, tu sais, c'est une grande question parce que là, on parle syndiqué, pas syndiqué. Tu sais, il y a plein de facteurs là-dedans. Mais il y a des cas, malheureusement, où on se rend compte que la situation a duré beaucoup trop longtemps. En tant que manager, une des qualités que ça prend en tant que leader, c'est du courage. Et ça prend du courage parce que parfois, on doit avoir à gérer ce genre de situation-là, où on a un élément qui vient pourrir, là, comme tu dis, le reste de l'équipe. Mais par exemple, c'est pas facile parce qu'en bout de ligne, là, c'est un humain, cette personne-là. Hein, c'est un humain. On a de la peine pour cet humain-là, de dire, ben il faut s'en débarrasser. Il y a aussi que, ben il va falloir que je le remplace, il va falloir que je forme quelqu'un d'autre. Fait que là, des fois, on procrastine. Puis on laisse la situation aller. Puis plus on laisse aller, ben plus que c'est difficile d'agir. Puis, ben en bout de ligne, on endure la situation pendant trop longtemps. Oui, absolument. Ça nous est tous arrivé comme manager. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est le coût de ne pas agir. Parce que l'équipe s'attend à ce que leur gestionnaire les protège. Hein, on a ce rôle-là, comme les deux, de protéger nos équipes, de les faire sentir en sécurité. Exactement, de travailler pour le bien commun. Alors, le prix de ne pas agir avec un individu comme ça, ben, c'est de perdre peut-être le respect de notre équipe. C'est de faire descendre le taux d'engagement de tout le reste de l'équipe. Puis souvent, ben, de perdre nos meilleurs. Parce que les meilleurs, ils vont dire, ben écoute, moi, j'ai pas le goût de travailler dans ce genre d'environnement-là. Fait que j'agis pas sur ce genre de cas. Et donc, je perds mes meilleures ressources. Fait que, ben, ça prend du courage avec les deux, parfois, pour avoir
à faire face à ça. Ouais. Ah non, ça me touche beaucoup, ça, à ce sujet-là. C'est quelque chose que moi, j'ai trouvé très difficile, puis qu'encore, des fois, je me repose la question, je dis... En fait, je me repose pas la question, mais je vois ce que je dois plus faire versus ce que je dois faire. Puis ça m'avait pris du courage, mais tout mon petit change pour faire ça. Ouais, c'est difficile. OK, good. Puis il faut agir, tu l'as dit, pour le bien commun. Ouais. Et non pas agir par rapport à nos peurs, tu sais, parce qu'on en a des peurs, là, ça veut pas dire... Quand on est courageux, ça veut pas dire qu'on n'a pas de peur, on en a des peurs. C'est-tu la bonne décision? Est-ce que je fais vraiment la bonne chose? Est-ce que je vais me faire détester après? Est-ce que, ben oui, ça fait partie... Puis après que tu l'aies fait, là, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que c'était... Tu vas le savoir over time, dans les 2, 3, 4, 5 prochains mois, parce que tu retombes dans tes patterns, tu vas retrouver ton énergie, tout ça, puis tu vas guider l'équipe. Puis, tu sais, le respect, oui, ça se travaille, ça. Les gens vont peut-être comprendront pas là, mais si vraiment un gestionnaire est patient, puis fait bien les choses, puis leur montre par l'exemple, où est-ce qu'il s'en va avec la mission, le grand S, là, inspirant, là, ça va... De façon générale, l'ordre des choses va reprendre ce qui était réellement. Oui, exactement. Fait que, c'est une profession qui demande beaucoup de courage. C'est cool ça, je trouve ça intéressant. J'espère que les gens adorent ça jusqu'à présent. Moi, ça me détend parler de ces choses-là. Je trouve ça fantastique. Je suis contente que ça te détende parce que j'allais te dire que une des statistiques aussi super importantes, c'était par rapport au burn-out. Parlons-en, pas de problème. Il y a 1 personne sur 4 qui ont avoué dans les études dire qu'ils ont presque laissé leur travail à cause du stress et de la pression. 1 sur 4, c'est beaucoup, là, c'est 25%. Alors, oui, c'est pour ça que les thèmes comme l'engagement, c'est important parce que il y en a beaucoup trop de la souffrance dans les organisations. Fait que prendre soin de nos gens, c'est... c'est une mine d'or, ça. Ouais. Leur dire que tu les aimes, tout ça. Puis ce qui est difficile aussi, là, pas oublier, tu sais, c'est beau d'être un leader, tout ça, et compagnie, mais à un moment donné, tu arrives à une étape que, tu sais, on en discute en ce moment, puis c'est vrai que je trouve ça inspirant en ce moment, là, ça me fait de quoi en dedans, là, tu sais. Mais quand t'es tout dans cette merde-là, je vais dire ça comme ça, là, tu sais, que t'as tous tes défis et compagnie, c'est pas si évident de vouloir sortir le leader en soi. Fait que, tu sais, oui, le courage, oui, de se sentir mobilisé, inspiré, mais là, après ça, t'as peut-être aussi des défis à la maison. Fait que, tu sais, l'humain reste l'humain à un moment donné, les défis, mais il faut juste intellectuellement reconnecter avec son cœur au travers de ça, puis ne pas oublier c'est quoi les fondements, puis où est-ce qu'on peut s'en aller et compagnie. Mais des fois, les défis deviennent tellement gros que ça tire tout le jus. Fait que c'est clair que ça doit pas être facile s'il y en a qui en reparlent. Peut-être que vous avez des amis qui sont en affaires aussi, là, d'autres chefs d'entreprise et compagnie. C'est tout un casse-tête, ça. Faut juste pas lâcher. Tout à fait. C'est le fun que tu reparles d'amour parce que ça me fait penser à l'année dernière, j'ai vécu une période professionnelle très difficile. On s'en est parlé un petit peu tout à l'heure hors d'onde, mais mon épuisement professionnel et tout ça. Puis ce qui m'a vraiment remis dans une loupe de réflexion par rapport à... C'est pas si facile que ça. Même si on a tous les outils, puis on pense que ça nous arrivera jamais, c'est à nous les plus performants, puis ceux qui, justement, qui sont le plus engagés, tu sais, souvent que ça arrive. Et je m'en allais donner une conférence sur le bonheur des employés à ce moment-là. Puis j'étais techniquement en épuisement professionnel, mais je voulais garder mon engagement envers ma cliente. Puis c'était devant des entrepreneurs et des professionnels RH. Puis là, je me dis, mais mon Dieu, de quoi je vais leur parler? Je me sens totalement imposteur. Je m'en vais leur parler de bonheur au travail, puis je suis complètement lessivée, à bout du rouleau, fatiguée, épuisée, puis en remise en question. Et j'ai dû apprendre à faire les choses différemment pendant cette période-là de ma vie, tu sais, puis à apprendre l'amour envers moi, d'abord, pour être capable de donner de l'amour et de la bienveillance aux autres autour de moi. Puis je m'en allais à cette conférence-là le lendemain et je m'en allais parler d'amour parce que je me suis dit, elle a la clé. Puis j'avais oublié toutes mes théories puis mes statistiques puis tout ça, puis je m'en allais leur parler d'amour parce que de toute façon, j'avais pas eu le temps de me préparer, tu sais, comme je le fais d'habitude, là, tu sais, dans le processus. Puis je m'en allais leur parler d'amour. Et là, j'ai une collègue qui m'envoie un article d'un journal de la Rive-Nord de Montréal où Serge Beauchemin était allé jaser avec des entrepreneurs de la région des Laurentides. Puis, ce qu'il disait dans sa conférence, c'était une conférence qui parlait des problèmes d'attraction et de rétention des employés, qui est un phénomène qu'on vit tous. Et là, moi, je lis le sourire aux lèvres, la citation de Serge Beauchemin qui disait « Il faut aimer nos clients, il faut aimer nos employés. » Elle a la clé.
Écoute, mais c'est ça, tu sais, puis ça peut avoir l'air un peu ésotérique, mais imaginez si nos employés ont l'impression, qu'on les aime, qu'on a leur intérêt à cœur, dans le fond, c'est ça, tu sais, puis que nos clients sentent la même chose, qu'on a leur intérêt à cœur. Fait que c'est ça, tu sais, la clé de, à mon avis, de faire de la bonne business. Puis Simon Sinek, il a dit, vos clients n'aimeront jamais votre entreprise tant que vos employés ne l'aiment pas d'abord. Ouais. Ce qui est drôle, parce qu'en même temps aussi, je me pose la question parce que d'aimer les employés, c'est une chose, d'aimer nos clients aussi, mais tu sais, que, mettons, dans ton 14% là, d'employés, ou peut-être dans ton 66% de l'autre, là, d'entendre dire des employés, tu sais, tel client, ou telle affaire, tel client. Quelle culture d'entreprise, tu sais, ça en prend juste un, ça prend juste une fois, puis t'as beau les aimer, tes employés, mais il faut aussi que tu t'assures que tes employés aiment aussi les clients, tu sais, parce qu'ils rentreraient peut-être dans le pourcentage des gens qui sont là, qui vont faire leurs affaires, mais c'est tout, tu sais. Oui, puis tu sais, comme on disait au début, là, en tant que leader, en tant que patron, là, j'ai 2 chapeaux. J'ai mon chapeau de leader, mais j'ai mon chapeau de manager. Et parfois, ça requiert que je recadre. Donc, un employé qui a un problème de performance, ben là, j'ai mon chapeau de gestionnaire. Et là, je suis je recadre et je pose des attentes claires. Ça ne veut pas dire que quand on aime nos employés, qu'on n'assume pas ce rôle-là. C'est un peu, je prends souvent l'analogie d'être parent. Donc, quand on est parent, on est dans l'amour par rapport à nos enfants. On veut leur créer un environnement sécuritaire où c'est possible de grandir. Tu sais, tu as 2 enfants, toi aussi. On veut qu'ils se développent, qu'ils deviennent autonomes. Ça, c'est plus le côté cœur, le côté amour qui parle. Par contre, il y a un cadre. Tu fais pas n'importe quoi quand tu es enfant. Nous, comme parents, on a la responsabilité. Nous, comme parents, on a la responsabilité de poser ce cadre-là, donc d'avoir de la rigueur, de mettre des attentes, de mettre des limites, puis que si ça fonctionne pas, d'être plus dans le recadrage. C'est la même chose quand on est un patron. Fait que c'est pas juste le cœur, c'est pas juste l'amour, c'est aussi de mettre un cadre clair. Ça fait partie de notre rôle. C'était tellement une belle discussion, puis encore une fois, j'espère que les gens apprécient le partage que tu fais aujourd'hui là, avec lesentrepreneurs.co. Cool. Es-tu prête à parler de certaines pistes d'action? Peut-être qu'on pourrait aller là? Absolument. Moi, je te laisse vraiment défiler parce que je trouve que tellement un sujet que tu maîtrises bien, donc je te laisse cette flexibilité-là. Vas-y, allons-y. Allons là, voir c'est quoi les pistes. Puis aussi la responsabilité, parce qu'il y a une grande responsabilité qu'on met sur les leaders. Tu sais, des fois, on dit, t'es responsable du bonheur de tes gens, t'es responsable de leur engagement. Dans une certaine mesure, le leader est responsable ou l'organisation est responsable de créer un contexte où c'est favorable, d'être heureux, d'être bien, d'être engagé. Mais l'employé a aussi une responsabilité là-dedans, à trouver son propre bonheur et à s'engager lui-même dans sa démarche professionnelle. Fait qu'à mon avis, c'est une responsabilité partagée. Fait que je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais pour moi, c'est pas seulement la responsabilité de l'employeur, mais c'est vraiment partagé entre l'employeur. Mais je pense que c'est les deux. Puis tu sais, en même temps, est-ce que, l'employeur, mais en même temps, il faut favoriser ce genre d'action-là pour que les gens puissent aussi par eux-mêmes embarquer, parce que c'est pas, c'est comme on dit, les dîners entre l'inné puis l'acquis, faut accompagner les gens à ce niveau-là. Exact. Pour pouvoir prendre cet espace-là. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'on crée le contexte, mais l'employé a quand même son... Donc, on initie, comme tu dis, on crée le contexte, puis l'employé, après ça, a son rôle à jouer là-dedans. Puis, le leader, c'est aussi un employé de sa propre boîte. Oui, absolument. Alors, on peut commencer par se poser la question... Qu'est-ce qui marche pour moi au niveau de l'engagement? Qu'est-ce qui marche pas? Puis ça nous donne des indices sur quoi mettre en place pour nos gens. Donc, des fois, c'est la première étape à faire, de regarder soi-même notre niveau d'engagement par rapport à notre... Mais je trouve ça difficile de mesurer le niveau d'engagement parce que en même temps, tu sais, je fais des choses que je suis tu sais, telle affaire, tout ça, il faudrait que j'améliore, tu sais, tel point, tout ça. Mais ça ne doit pas nécessairement partir de moi parce que je pose la question, les employés sont tellement différents de moi. Ils sont complémentaires, tout ça, mais ils ont leur façon. Oui, l'engagement, il y a des balises, mais
la manière que, mettons, un va plus caring de certaines choses, plus faire attention ou prendre soin, là, tu sais les mots français, là, versus moi, ce que je vais faire, s'engager dans, tu sais, selon le projet qu'il y a entre les mains ou les actions qu'il doit poser pour pouvoir faire ses tâches, là, disons ça comme ça. Ben, c'est tellement personnel. Moi, je trouve ça difficile d'arriver et de dire, hey, regarde, voici, mais puis là, je te pose la question, peut-être moi qui n'ai pas complètement reçu, là, mais tu sais, OK, bon, voici mon style d'engagement, bon, les points forts, tout ça, qu'est-ce que je veux que les gens fassent, mais en même temps, j'ai tellement pas la science totale puis la raison infuse, là. C'est ça, le grand défi, c'est que quand on parle de bonheur puis d'engagement, il y a une grande partie qui est très subjective. Ce qui, toi, va te rendre heureux, c'est pas du tout ce qui, moi, va me rendre heureux. Fait que c'est pour ça que je peux pas, moi, comme leader, porter toute la responsabilité du bonheur de mes employés. Parce que je le sais pas, toi, ce qui va te rendre heureux. Puis tu as une responsabilité là-dedans à te poser la question, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi, moi, à quoi j'aspire? Puis c'est quoi qui me rend heureux? Donc, c'est pour ça que c'est une responsabilité qui est partagée, parce que il y a une responsabilité de l'employé de lui-même se poser ces questions-là, parce que, par exemple, si tes valeurs, je sais pas moi, sont autour de la santé, bon, je veux dire n'importe quoi, mais il y a certaines entreprises, peut-être que ben tu seras jamais heureux d'aller travailler là, parce que la valeur santé ne fait pas partie de leur valeur en haut de la liste. Si ta valeur, c'est l'harmonie, c'est l'évolution, c'est ben, qu'il faut que tu sois dans une entreprise qui favorise ça. Sinon, tu vas être toujours tiraillé à l'intérieur, mais ça, c'est pas l'employeur qui peut s'occuper de ça pour toi. Ouais, c'est une mission personnelle. C'est une mission personnelle, ouais. Okay. Puis la notion de sens aussi dont on parlait, il y a aussi quelque chose de personnel là-dedans. Ce qui procure du sens pour toi, c'est pas nécessairement ce qui procure du sens pour moi. Exact. Puis est-ce que tu as déjà entendu l'histoire du poseur de pierre? Je vais te dire oui, mais si tu me la racontes, moi, c'est l'histoire, il faut tout le temps me les raconter. OK? Je vais mentionner, oui, c'est vrai. Ben, je vais te la raconter si tu veux, et je vais vous la raconter aussi à ceux qui nous écoutent. C'est donc un poseur de pierre. Donc, on lui pose la question, qu'est-ce que tu fais, toi, comme boulot? Il dit, ben, moi, je pose des pierres. Puis, ben, écoute, c'est pas facile en passant, parce que des fois, il pleut, puis des fois, il fait froid, puis là, j'arrive ici le matin, ben, de bonne heure, puis il pleut, puis il fait froid. Puis c'est vraiment tough, ma job. Fait que là, il y a un autre poseur de pierre, on lui pose la question et on lui dit, toi, qu'est-ce que tu fais comme travail? Ben, il dit, moi, je construis des cathédrales. Mais il dit, c'est vrai que c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des matins quand j'arrive, il fait froid, puis des fois il pleut, mais tu sais, c'est pas grave, parce qu'en bout de ligne, là, il dit, ma job, il dit, c'est vraiment important, écoute, je construis des cathédrales. Donc, tu vois la différence entre les deux, ça, c'est le sens, c'est de ça qu'on parle. Ce qui est drôle, c'est que l'histoire, là, OK, dans un des podcasts avec Jean-François Côté, il l'utilise, vous le dites, d'une façon presque similaire, mais avec des termes. Puis d'où la preuve que c'est fort. Puis quand tu as posé le premier, j'ai le goût de t'arrêter, de dire, hey, je vais te dire qu'est-ce que le deuxième m'a dit. Puis ce que Jeff disait, c'est. Puis je trouve ça que c'est tellement une belle. En tout cas, je trouve ça merveilleux que tu la sortes. Deuxième, Jeff, il dit, j'aide à construire une église. Ouais. Puis là, il explique tout ça, tu sais. C'est fort, OK, je suis vraiment content que tu aies sorti celle-là. Oui, puis tu sais, il y en a plusieurs des histoires comme ça, mais il y en a un autre, c'est le gars qui passe le balai à la NASA, celle-là aussi, tu l'as peut-être déjà entendu, mais il dit, moi, j'envoie des hommes sur la Lune, tu sais, mais il contribue à ça. Alors, il y a toujours moyen de... C'était pas quelqu'un que le président, je sais pas trop, dit qu'est-ce que tu fais ou quelque chose de genre. C'est ça. Dis-moi, monsieur, j'aide à envoyer les gens sur la Lune. Tu sais, genre, c'est fort. C'est fort. C'est le purpose, hein? Le purpose, c'est ça. Tu peux faire la même tâche, mais comment tu la vois, l'impact, tout ça. Puis tu sais, je me rappelle, moi, j'ai un de mes clients, ça fait, il est encore avec nous, ça fait un bail de ça, ça fait facilement 3 ans. Puis à un moment donné, ça, je l'utilise souvent, puis ça, je l'en parle aux gars, à mon équipe, ça, je l'ai fait avec le temps, parce que j'étais habitué, on était qu'un boys club avant, je me suis forcé. Puis, grosso modo, je leur expliquais l'histoire d'un de nos clients qui, un soir, je reçois un appel une journée, c'est une comptable. Puis elle me dit, Jess, j'ai un client, il est sur bord Lafayette. Il rush à côté, tout ça. Mais c'est une belle personne, tout ça. Là. Bon, c'est quoi son domaine, tout ça. Là. Il me sort ça, j'appelle les clients, tout ça. Il reste 300$. Là, je fais comme, bon, mais tu sais, mon expertise, c'est de t'apporter des clients. Fait que je vais faire mon possible. Tu sais, 300$ dans ton domaine, je regardais, tu sais, il voulait faire une campagne d'AdWords. Bon. Fait que là, je regarde, je fais comme, OK, on va regarder les meilleures options. Finalement, on y va avec Google. On investit le budget. Il me rappelle 3 jours après, déjà, je viens de me décoter avec ton 300. Puis, tu sais, on a même pas. On a brûlé peut-être un 30$. Je viens de me prendre un contrat de 7500. Fait que là, c'est du temps, tu sais, qui change. Parfait.
Fait que, OK, cool. Fait que veux-tu mettre un 500 total, mais comme pour le prochain mois? Parfait, je mets 500. Un soir, je suis dans le lit avec ma femme, coucher les enfants, tu sais. Puis là, je reçois un appel. Là, hey, pourquoi tu réponds? Là, ben, c'est un de mes clients. Là, tu sais, je vais voir avec. Tu sais, je savais que c'était lui. Donc, je prends le téléphone, je prends la ligne. Salut, ça va? Il se met à brailler. Genre, j'entends rien, là. Genre, il pleure, ouais, Jess, ça va, Anna, tout ça. Je dis, OK, ça va pas, là. Genre, dans ma tête, moi, c'est comme, OK, mais genre, il va me raconter une histoire horrible, là. Il me dit, Jess, je veux juste te dire, je viens d'appeler un client que les campagnes ont apporté, puis je viens de signer un contrat de 50 000. Ah, wow. Il dit, là, je vais pouvoir embaucher mes gars, puis repartir, tout ça. Fait que là, reste de même. Il dit, on augmente le budget. Parfait, on augmente le budget, tout ça, parce qu'il a fait de l'argent, tu sais, il comprenait. Un an plus tard, il a rembauché son équipe. Il est sorti de sa presque faillite, dans le sens que, tu sais, par rapport à ce qu'il devait et compagnie. 3 ans plus tard, il a pu se racheter une maison. Il a tout payé ses trucks. Il a grossi l'équipe. Fait que là, tu te dis, des fois, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon purpose? Ouais. Ben, c'est un peu ça, Ouais. de pas oublier. J'adore ton histoire parce que c'est exactement ça. Tu pourrais dire, moi, mon purpose avec mon agence, c'est de créer des pubs, peu importe ce que c'est. Tu pourrais faire du placement publicitaire. C'est ça. Ouais. Ou tu pourrais dire, c'est d'aider mes clients à être prospères à long terme, puis à mieux faire vivre leur famille. Tu sais, c'est carrément autre chose. Là. Je leur dis, moi, ce que je dis avec l'équipe, tout ça, puis je le dis aussi aux clients, tu sais, quand on rencontre des nouveaux prospects, tu sais, je leur dis, moi, au final, là, faut que vous ayez des rêves. Faut qu'il y ait une raison pourquoi vous travaillez, des choses que vous voulez atteindre, parce que si vous êtes juste ici pour continuer ce que vous faites, ça m'intéresse pas. Moi, je veux savoir, c'est pourquoi vous faites. Tu sais, vous voulez croître, vous voulez avoir plus de clients, oui, faire de l'argent, tout ça, mais si vous n'avez pas de rêve, moi, je peux pas vous aider. Je vous permets d'atteindre vos rêves grâce à mon expertise. Exact. C'est tout. Ouais. C'est exactement ce que dit Simon Sinek quand il parle du pourquoi, du comment et du quoi. Tu sais, quand on parle souvent de notre travail, on s'arrête au quoi, tu sais, à ce qu'on fait. Tu sais, on peut dire, ben OK, moi, dans mon domaine, on fait des formations, on coach des leaders. Bon, ben ça, c'est le quoi. Mais le pourquoi, c'est on aide les leaders à se connecter avec qui ils sont vraiment pour faire en sorte que dans nos organisations, on ait des leaders plus conscients, plus d'humanité, que les gens soient mieux. C'est pour moi, c'est carrément autre chose. Et c'est à ça que je me connecte au quotidien. Parce qu'on se le cachera pas, peu importe notre métier, c'est pas facile à tous les jours. Là. Non. Même fois, si on est connecté au sens et tout ça, c'est pas toujours facile. Bon, un avant-midi horrible, puis un après-midi hors norme. Là, ça n'a pas de sens. Là. C'est ça. Puis c'est ça être entrepreneur. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a je me rappelle certains matins où j'ai beau être très, très connectée à ce que je fais, puis tu sais, mais il y a des matins où des fois, je me serais roulée en petite boule, puis je me disais dans quoi je me suis embarquée, tu sais, puis mais en bout de ligne, il y a quelque chose de plus grand auquel on se connecte, puis on se rallie. Puis ça, pour moi, c'est le pourquoi. C'est le sens, c'est le purpose. C'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous fait vibrer. Fait que si on est capable, en tant que leader, de porter ce sens-là, puis de le transmettre à nos gens, puis de les aider, eux, à connecter avec leur propre sens, ben imagine le genre de business qu'on a où on est inspiré à travailler à tous les jours. Oui. Puis tu sais, faut juste pas oublier que c'est pas facile d'être inspiré à tous les jours, puis c'est normal de pas l'être. Ouais. Faut juste pas oublier qu'on tombe, tu sais, quand on tombe sur une trop longue période dans le quoi, là, au lieu du pourquoi, et c'est là que ça devient néfaste. Parce qu'on fait juste des choses, OK, mais il faut faire telle chose. Ah, mais c'est quoi que tu es en train de créer? Le deuxième poseur de briques. Oui, qui dit des fois il pleut, puis des fois il fait froid, puis des fois j'ai des gerçures aux mains, parce que c'est tough de poser des pierres quand il fait froid, puis quand il pleut, mais tu sais quoi? C'est important, puis je me relie à ça, puis je me connecte à ça. Cool. Vraiment nice. J'aime ça. Fait que, il y a de la cohérence dans nous. Oui. Ouais. Fait que, d'abord, je dirais, on l'a dit un petit peu tantôt, faut pas penser que créer de l'engagement, que c'est quelque chose de magique. Fait qu'il n'y a pas de méthode 1, 2, 3. Pour chaque entreprise, ça peut être complètement différent. C'est vraiment très culturel à l'entreprise. Puis moi, je fais du yoga, beaucoup. Et... dans le yoga, tu ne deviens pas bon à faire des postures, comme tu peux voir sur les photos, à t'exercer une fois par 6 mois. Hein? Donc, il faut que tu en fasses une pratique quotidienne. Mais c'est la même chose pour créer de l'engagement. Il faut que ce soit une pratique quotidienne. Puis la même chose aussi, pour continuer dans la comparaison avec le yoga,
dans le yoga, quand on fait une posture, ce qu'on voit, c'est la posture physique, mais c'est la manifestation à l'extérieur de tout le travail intérieur que tu as fait. Parce que le yoga, c'est beaucoup plus ça que la posture. Et donc, c'est la même chose pour créer un environnement qui est humain, engagé, conscient, etc. C'est quelque chose qui se passe beaucoup plus de l'extérieur. Donc, si on travaille seulement sur bâtir des compétences, bâtir des choses, des comportements, on ne travaille pas au bon endroit. Fait que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Puis quand on parle de l'intérieur, ben c'est de se regarder en tant qu'entreprise. On est quoi? En quoi on croit? C'est quoi nos valeurs, nous? Tu sais, considérer l'entreprise comme un individu, là. Mm-hmm. C'est quoi nos principales croyances? Qu'est-ce qui nous construit comme entreprise? Puis ça part de là parce que c'est à ça que les gens vont s'engager. Oui, absolument. Je réfléchis en même temps, puis je me dis, on parlait du grand s'inspirer, tout ça, puis être engagé, compagnie. Tu sais, à un moment donné, là, c'est parce que comme gestionnaire, tu as plusieurs personnes que tu dois inspirer. Puis, tu sais, des fois, ils font pas toutes la même chose, puis ils ont des personnalités tellement différentes. Puis, tu arrives, tu sais, c'est un peu comme de l'amour, hein. Ouais. Oui, donner de l'amour à tout le monde, tu sais, on dit que c'est infini. Oui, puis non. Dans le sens que des fois, c'est difficile d'aller dans l'infini. T'es comme, oui, j'en donne, mais là, moi, il faut que je m'en donne un petit peu, tu sais. Puis là, t'arrives à un moment où que tu veux inspirer les gens à pas faire des actions. Puis là, je pense, mettons, quelqu'un qui gère là, un département des ventes, l'autre bord, il y a un département des projets. T'inspires pas le monde pareil, mais oui, il y a un purpose, tu sais. Bon, l'entreprise, c'est une chose, mais dans les départements, il y a aussi un purpose dans ce qu'ils font, comment ils génèrent, compagnie. Puis, c'est difficile de switcher rapidement puis de dire, OK, ben aujourd'hui, je vais inspirer tout le monde. Puis là, je vais être comme, il faut faire telle affaire. C'est juste, je suis en train de réfléchir à ça pendant que tu me parlais. Puis j'étais comme, ça draine beaucoup. Puis c'est difficile de le faire. Puis, tu viens inspirer quelqu'un. OK, aujourd'hui, là, ta journée, tu vas faire ça, hey, c'est cool. Puis là, tu vas créer telle affaire. Et le client, tu sais que, là, le produit final, ce qui s'attend, c'est ça. Puis que ça va générer tel. Alors, peu importe, là, c'est pas stratégique, là, parce que je veux pas tomber trop dans le détail. Puis là, tu as l'autre bord de ton vendeur. OK, mais tu te rends compte tel client, tel style d'entreprise, tu vas pouvoir aider ça. Puis là, tu mettons que tu sais que tu peux aider X nombre d'entreprises, mettons dans des barbershops. Là, t'es comme, OK, ça va être full gros, puis on est super bon là-dedans. Va les voir, tu sais. T'as bien beau l'inspirer à dire, hey, va voir tel style de clientèle. Si lui, en dedans de lui, il est comme, puis là, il fait pas complètement ses tâches, mais t'es comme, j'ai essayé de l'inspirer ou de l'amener avec des. Bon, l'inspiration est plus large, là, mais j'essaie de réfléchir. L'inspiration par les tâches, tu sais comment. Puis là, c'est un peu, j'essaie d'amener mon fil, là, mais comment, oui, inspirer les gens en tant que bon leader, mais au-delà de l'immobilité, parce que je pense à ton 14%, ton 76%, puis ton 20%. C'est un méchant casse-tête de dire c'est un 66% de ce 14%, puis ça t'en prend tout, là, au final, là, le moins possible de 14%. Y a-tu des façons spécifiques de pouvoir travailler avec ces gens-là, tu sais? Tu as juste un point de réflexion, là. Il y a une différence aussi entre l'inspiration puis la motivation. Puis ce dont tu parles ici, d'emmener les gens à des résultats aussi, il y a une partie de ça qui est de la motivation. Et la motivation, en fait, c'est quelque chose de très individuel. C'est quelqu'un qui répond à son besoin. Fait que c'est pour ça que moi, aujourd'hui, mon besoin, ça peut être, par exemple, je sais pas moi, parce que je suis quelqu'un de résultat, ben c'est de me dépasser. Tu sais, j'aime ça, moi, atteindre des objectifs puis de me dépasser. Moi, mon besoin, c'est d'être en connexion. J'aime ça, être en relation avec les autres. Fait que quand j'arrive au bureau, c'est important pour moi d'avoir des amis puis de me sentir, tu sais... Puis pour un autre, ben son besoin, c'est plus autour de la réflexion. Il aime se résoudre des problèmes. Fait qu'on a tous des besoins qui diffèrent en tant qu'humain. Et donc, se motiver à une tâche, c'est être capable de se mettre en action par rapport à une tâche, c'est répondre à ce besoin-là, tu sais. Alors, tu sais, l'inspiration, pour moi, c'est plus global. Puis la motivation à la tâche, bien là, ça revient à bien connaître chacun de ces individus dans l'équipe, puis de savoir de quoi il est composé, puis c'est quoi ses principaux besoins, c'est quoi qui l'anime, lui. Et ça, c'est différent d'une personne à une autre. Ouais, mais surtout dans un travail de leader, puis le point, c'est... Puis je sais pas si on peut aller, même si on ne répond pas là, peut-être qu'on va pouvoir le mettre dans l'article de blog sur le podcast cesentrepreneurs.co, avec des liens, des références. Parce que on parle beaucoup de leadership, puis on parlait beaucoup de mobiliser les gens, en fait, leur donner un sentiment d'appartenance, ça. Puis mon point de réflexion, on va comme monter, puis je t'écoutais, puis ça m'arrive de sortir un peu du cadre, je suis comme ça. Mais le point, c'est les individus. Oui, c'est bien, les inspirer, tout ça, puis que les gens soient mobilisés, puis qu'ils soient vers une mission, un projet. Sauf que le niveau de motivation est d'autant plus important parce que oui, il faut apprendre à connaître les individus avec qui on travaille.
c'est beaucoup, hein, parce Ouais. que c'est complexe, un humain, on va Ouais. dire ça comme Exact. ça, là. Donc, si, exemple, on vient à avoir des sources, t'en as-tu peut-être des pistes de réflexion, des choses que les gens pourraient se nourrir de pour pouvoir les aider à se guider à l'intérieur de ça, ou je te pose la question en l'air, là, Pour en être air. capable de mieux... Mieux décider Mobiliser. mobiliser, surtout dans la motivation, au-delà de, parce qu'on parle de concept pour l'inspiration, puis tu sais, oui, avec la mission et compagnie, mais c'est la tâche du leader aussi de comprendre ces gens. Oui, bien, ça passe beaucoup par l'écoute puis la compréhension de qui est l'individu en face de toi. Fait que ça, c'est sûr qu'en tant que gestionnaire, c'est la base, tu sais, de la motivation. Puis là, je sais pas si je réponds vraiment à ta question. Non, mais il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. En fait, c'est plus, je te lance vraiment de quoi de Ouais. custom, là. Mais c'est plus savoir, si, exemple, on a des ressources, des choses comme ça, on va le mettre sur le podcast. Fait que les gens, qui sont curieux, iront voir. Mais je sais pas si tu avais des livres ou des choses qui pourraient être intéressantes pour les entrepreneurs qui pourraient se nourrir de ceux que... Autour de la motivation. Ouais. Ben écoute, ce que je peux faire, c'est que je peux peut-être y réfléchir. Je t'envoie ça après, puis tu pourras Ouais, le mettre, absolument. comme tu dis, en Absolument. référence. Puis là, j'en ai pas qui me viennent en tête rapidement comme ça, mais je vais y Je t'ai pris de réfléchir. court, je m'excuse. Ouais, non, c'était- c'est correct, c'est bien correct. On va continuer avec ton C'est sujet, correct. vas-y. Donc, ben, on parlait de pistes pour susciter de l'engagement. Oui. Ouais. Donc, pour être engagé, j'ai besoin de savoir qu'on se soucie de moi, donc une culture où c'est possible d'avoir un certain équilibre de vie et un certain mieux-être. Ça, c'est un défi en ce moment à cause de... On sait qu'on est toujours surchargé, on en a trop, mais c'est vraiment quelque chose à réfléchir dans nos boîtes. Est-ce que c'est possible pour vrai, pas juste sur mon site Internet, de dire que chez nous, on peut avoir un équilibre travail-famille? Ouais. Ouais. Dans l'offre d'emploi, là, quand tu vas chercher l'offre du monde, d'emploi. ouais, c'est marqué partout. De toute façon, ça veut plus Exact. rien dire. Exact. Donc, finalement, c'est ce qui est écrit dans l'offre d'emploi, mais quand je pars du bureau à 5 heures pour aller à la garderie chercher mes enfants, on me regarde croche. Donc, tu sais, ce qu'on promet, est-ce que je respecte la promesse par rapport à ça? Donc, est-ce qu'on accepte vraiment, tu sais? Puis ça, c'est beaucoup... ça, c'est un point super important parce que c'est la cohérence. Donc, je fais une promesse à l'employé ou au futur employé, j'y vends quelque chose, mais est-ce que je la remplis, ma promesse? Ah, tu places des attentes énormes, là. Ben ouais. Dans le sens que la personne, le pourquoi qu'elle est là, c'est parce que ça fait partie du pourquoi dans l'ensemble, là. Tu sais, c'est une pièce à l'intérieur, là. Exact. J'ai de la misère, je vais être franc avec toi, j'ai de la misère à concevoir que les gens pourraient être déçus de quelqu'un qui parle quand que c'est ce qui est entendu. Je sais que ça se fait, là. Oui, ça se fait. Mais je peux pas, j'ai de la misère à concevoir ça. Oui, puis dans la réalité, ça nous est tous déjà arrivé. Puis moi, ça m'est arrivé aussi en tant que leader, de dire « Oh, damn, on a un deadline, puis là, c'est important. » Puis là, ben, il y en a qui ont des obligations, qui doivent quitter, puis ben, ça fait partie de la... Mais tu sais, on est dans un rush, là. Tu le sais, des fois, on est serré là, dans ce qu'on a promis aux clients, là. Fait que là, tu t'attends à ce que tout le monde va dire « OK, on est engagé là-dedans, on est tous ensemble là-dedans, fait qu'on va rester une petite heure de plus ce soir. » Ben, on l'a tous vécu, tu sais. On a des attentes aussi comme gestionnaire par rapport à ça. Donc, est-ce que j'ai l'impression que j'ai de l'autonomie? Ça, on en a parlé. Donc, de la latitude. Ce qui arrive, le manque d'autonomie est un des principaux facteurs du burn-out. Parce que quand je n'ai pas d'autonomie, ça veut dire que j'ai l'impression que j'ai pas de latitude dans les prises de décision que j'ai à prendre. Et que donc, s'il se passe quelque chose que j'ai à gérer, ben j'ai rien à dire sur le sujet. Alors, d'être constamment dans cette perception-là de ne pas avoir d'autonomie, c'est un des facteurs de burn-out. Ça me fait penser un peu à se dire quand tu as une situation à résoudre, là. Tu sais, comme individu, dans ton style à toi, ta couleur, tu as des points de repère pour pouvoir t'aider à résoudre une façon avec ta saveur. Puis si tu peux pas le faire avec tes points de repère, à cause qu'on te demande de les faire avec ces points de repère-là, comment veux-tu bien le faire et te sentir à l'aise là-dedans? Si tu ne te sens pas à l'aise, vive la déception, vive toutes les pensées négatives de dire « OK, mais j'espère avoir bien fait », tout ça. Fait que c'est important de laisser ces points de repère-là aux gens, d'y aller conjuguer un peu leur personnalité avec, oui, nos points de repère, tes points de repère, essaie de faire le mieux que tu peux dans cette circonstance-là. Voici le résultat qu'on attend au final. Exact. Donc, laisser la latitude sur le comment on fait les choses, puis adopter aussi la posture de leader coach. Alors ça veut dire qu'au lieu de donner toutes les réponses à l'employé et de résoudre les problèmes pour lui, parce que, tu sais, on est bon là-dedans, là. On résout des problèmes des dizaines de fois par jour, puis ça nous valorise même, on aime ça, résoudre des problèmes. Quand quelqu'un nous arrive avec un problème, ben on a des solutions, puis on a des réponses.
Mais pour viser l'autonomie de l'employé, c'est bon de le responsabiliser dans la recherche de solutions. Fait que s'il arrive avec un problème, ben comment est-ce qu'on peut plus être dans cette posture-là de leader coach qui va poser des questions? Ah, parfait, t'as un enjeu, t'as un problème. Qu'est-ce que t'as essayé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? As-tu déjà des pistes de solutions? Donc, de le responsabiliser puis de le rendre autonome à moyen puis à long terme. Donc, ça, c'est la posture de leader coach. OK, cool. Ouais. On est parti de leader à leader coach. C'est bon, c'est correct. Ouais, bon. c'est ça. C'est bon, une posture intéressante à adopter. La reconnaissance. L'individu a besoin d'être reconnu et pas juste sur les résultats. Donc, en tant qu'humain, puis ça a l'air niaiseux, mais être reconnu en tant qu'humain, là, c'est, tu sais, quand on arrive le matin, est-ce que je m'assois à mon poste de travail, puis je prends pas le temps de dire bonjour à personne, parce que je suis vraiment stressée d'aller faire mes choses? Est-ce que je prends le temps de dire bonjour à mon équipe, de les saluer, donc reconnaître la personne? C'est aussi de dire, écoute, on est vraiment content que tu sois dans l'équipe. Ça, c'est la reconnaissance de la personne. On est content que tu sois parmi nous. La reconnaissance du résultat, ça, on le fait un petit peu plus. La reconnaissance du processus qu'on a utilisé pour y arriver. Tu sais, on ne l'a pas eu, ce mandat-là, gang, mais tabarouette, on a mis beaucoup d'efforts là-dedans, tu sais, bravo. Puis la reconnaissance pour la créativité. On n'a pas eu le mandat, mais mon Dieu qu'on a appris là-dedans, on a fait preuve de créativité, on a développé des choses qu'on va sûrement être capable de réutiliser pour le futur. Fait que pas reconnaître seulement le résultat. OK. Ouais. Aussi, on passe beaucoup trop de temps à essayer de développer l'individu dans ses faiblesses. Donc ça, c'est une approche que moi, j'aime moins. Je préfère développer l'individu dans ses forces, donc bâtir déjà. C'est comme de dire, toi, Jessie, je suis sûre que t'es poche dans rien, là, mais mettons que je dirais, Jessie, t'es vraiment poche là-dedans, fait qu'on va te développer, puis on va essayer que tu sois un petit peu moins poche. Bon, tu vas peut-être devenir un petit peu moins poche que tu étais, mais tu ne deviendras jamais un super-héros là-dedans. Non, tu as le choix d'être très bon ou excellent dans quelques sphères, mais il vaut mieux l'excellence que juste être bon ou moyen. Là, c'est ça. Alors, misons sur les forces de nos gens. Dans quoi tu es bon et je vais te développer là-dedans, et là, tu vas devenir encore meilleur. Donc, de partir à partir des super pouvoirs de nos gens, de les faire contribuer à partir de ce en quoi ils sont bons. Puis ça, encore une fois, ben ça prend de l'effort à connaître nos gens. Hein, puis ce de quoi ils sont composés. Alors, partir des forces. Créer de la confiance. La sécurité psychologique, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'étude Aristote qu'a faite Google. Non? Donc, une grosse étude, je te fais l'histoire courte, mais une grosse étude pour dire qu'est-ce qui fait en sorte que les équipes sont super performantes. Donc, on essaie de trouver des liens entre, tu sais, est-ce que c'est parce qu'ils se connaissent, des membres de l'équipe se connaissent bien, ils ont étudié dans le même genre de trucs. Mais tu sais, d'habitude, Google sont bons à faire... Les points de convergence, d'habitude, sont bons à faire des liens là-dedans, mais ils trouvaient rien. Fait que là, écoute, ils ont fait venir des psychologues, des coachs, toutes sortes de gens pour essayer de faire de la lumière là-dedans. Et ce qu'ils ont trouvé comme réponse, c'est qu'en bout de ligne, les équipes qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui sont gentilles entre elles. Fait que c'est très simplifié pour dire que ce qui est important dans une équipe, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est que tu n'es pas toujours dans la peur. Donc, peur de perdre ta job, peur de ne pas pouvoir t'exprimer. Donc, tu peux être qui tu es vraiment. Tu peux être toi de façon authentique. Tu donnes ton opinion, tu es accueilli là-dedans. Alors, c'est ce sentiment-là d'être dans un environnement de confiance. Et c'est ça qui fait les équipes les plus performantes, la sécurité psychologique. Donc, à se poser la question, comme gestionnaire, comme leader, à quel point dans notre entreprise, la culture est propice à ça, à accueillir tout le monde dans leur vulnérabilité, dans qui ils sont vraiment, est-ce qu'on les laisse faire des erreurs, ou c'est une culture de blâme, de critique, où les gens ont toujours peur, où ils ont toujours honte de ne pas être assez, tu sais, puis c'est sûr qu'il y en a parfois des comportements comme ça se peut, on est humain, mais est-ce que la culture est faite comme ça, autour de la honte, puis de la critique, puis du blâme? Là, ça devient inquiétant.
OK. Non, je trouve ça intéressant. Puis, non, c'est bonheur au travail, hein, à un moment donné. Si tu te sens en sécurité, ça fait toute une différence. Ça fait toute une différence. Puis, il y a 2 autres points. Il a été prouvé que les gens viennent au travail surtout pour créer des relations. C'est un des facteurs de l'engagement les plus importants. Quand tu leur demandes pourquoi ils sont contents au travail, c'est parce qu'ils ont des relations riches, nourrissantes, satisfaisantes, authentiques avec des gens. Ils ont des amis au bureau. Alors, ça prend la possibilité, malgré nos horaires fous, de créer des liens solides entre les gens, parce que c'est un des facteurs les plus importants de l'engagement. Donc, comment est-ce que je favorise ça? Donc, l'accueil, l'accueil, l'écoute, la bienveillance, l'empathie. Est-ce qu'on est en relation en tant qu'humain au-delà de la job, au-delà de la tâche? C'est un facteur. OK. Ouais. J'aime ça. Ouais, au lieu juste d'être là pour faire exécuter, puis c'est tout, là, tu sais. Exact. Mettre un peu... tu sais, l'humain est un être, oui, de cœur, mais d'émotion. Ouais. Fait que c'est s'assurer qu'on pallie aux différentes émotions existantes. Okay. On est des êtres de relation. Notre cerveau, c'est un organe social. Ouais. On a besoin de j'aime ça, organe social, ouais. Et la dernière chose, et non la moindre, une des choses qui a été mentionnée beaucoup par les milléniums, entre autres, par rapport à l'engagement, c'est est-ce qu'on m'offre la possibilité de me développer? Alors, est-ce que vous développez vos gens? Puis pas juste dans le technique, mais se développer en tant qu'humain. Est-ce que vous leur offrez cette opportunité-là de grandir, d'évoluer? Moi, oui, je trouve ça parfait. C'est ce que j'ai toujours beaucoup appliqué, là, parce que moi, je me suis développé par moi-même. Là. Puis les gens qui viennent chez LB, je les développe, là, littéralement, de A à Z. Là, en fait, le plus beau commentaire, puis je vais apporter mon point après, mais le plus beau commentaire que j'ai eu, c'était le père d'un de mes employés qui a dit « Tu as transformé mon fils en homme. » C'est touchant. Ouais. Tu sais, c'est souvenir ces choses-là. Puis, je pense que de vouloir montrer aux gens qu'on est prêt à investir en eux, on croit en eux, on va les amener ailleurs, ça, c'est une chose, les amener et développer, parce que quand ils arrivent, ils sont tout neufs, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, overtime, on vient développer certaines choses, puis on est comme de toujours garder ça. Le défi va être là, hein, après overtime, tout ça, après un certain temps, c'est de garder ce volet-là, puis t'es comme OK, faut trouver ça. Ça, c'est la partie que moi, là, je travaille encore en ce moment. Overtime, toujours garder ça pour, oui, grandir dans l'entreprise, les postes, les mais c'est pas toujours une question de tâche. C'est une question d'humain. Ah, tout à fait. C'est là. J'ai l'impression de grandir en tant qu'humain dans cette boîte-là. Wow! Ça veut dire qu'on se préoccupe puis on se soucie vraiment, vraiment de moi puis il y a la place pour ça. Ouais, non, c'est ouais. Je trouve ça beau. Cool. Puis, j'avais emmené des petites ressources, là, tu sais, des lectures. Fait que je peux peut-être... pas une tonne, mais bon, on en rajoutera d'autres peut-être. Oui, puis je vais les mettre dans le fond sur le podcast, tout ça, ouais. Donc, quelques livres. J'avais déjà nommé Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Donc, ça, c'est un livre... Puis, il fait aussi des vidéos. Donc, sur le Google, on le trouve. The Soul of Leadership de Deepak Chopra. Brené Brown. Moi, j'aime beaucoup Brené Brown. Je le connais pas. Non, Brené Brown, c'est une dame. Puis elle a fait... elle a fait un TED Talk sur la puissance de la vulnérabilité. Ah oui, je l'ai écouté. Ouais, bon, mais c'est elle. Nice. Que tu la connaîtrais. Son dernier livre, Dare to Lead. OK, ça parle du courage du leader. Donc, je suis dans la lecture en ce moment de ça. Vraiment bien, parce que c'est un guide encore un petit peu plus pratique que d'habitude. Fait que c'est intéressant. Simon Sinek, Start with Why, que tu connais déjà. Why Leaders Eat Last, qui parle beaucoup du sentiment de sécurité, puis la neuroscience aussi. Pourquoi on a besoin... Oui, j'ai trouvé qu'il en parlait beaucoup de ça. J'ai appris l'audiobook là, en anglais, puis là, j'étais comme... Là, il fallait que je me concentre. C'est la course... En écoutant l'audiobook, j'étais comme, non, pas lui, pas ce livre-là, non. Mais c'est fascinant quand tu te mets à comprendre comment fonctionne le cerveau, puis pourquoi, quand tu n'es pas dans un sentiment de sécurité, toute ton énergie est mise à te protéger. Fait que si tu as toujours peur de te faire rentrer dedans, de te faire dire que tu n'as pas rapport, que ton opinion n'est pas entendue, de perdre ta job ou peu importe, là, ton énergie est mise à te protéger et non pas à créer, à innover,
être en relation avec les autres. Fait que moi, ça m'intéresse beaucoup. Faire un parallèle avec un organe, tu sais, mettons que tu bois moindrement beaucoup trop d'alcool sur une base quotidienne, ben ton foie, il y a de la misère à éliminer, puis à un moment donné, il devient moins efficace, tout ça, puis tu sais, après ça, si t'arrêtes, ça prend une bonne période de temps avant qu'il puisse se réadapter puis redevenir en bonne forme. Fait que c'est un peu la même chose à ce niveau-là. Exact. Dans une nature un petit peu différente, sur la pleine conscience, parce que le leader, pour être en contact avec l'autre, en relation avec l'autre, il a besoin aussi d'être capable de bien revenir à soi. Hein? Donc, Finding the Space to Lead, c'est un livre sur la pleine conscience associé au leadership. Donc, c'est vraiment excellent. Et il y a une application aussi que j'ai découverte dernièrement de méditation, mais adaptée au monde des affaires puis aux entrepreneurs. OK. Fait que ce que ça fait, là, puis c'est en français, ça s'appelle Mindful Attitude, et c'est en français. Fait que t'as des courtes méditations, puis là, tu dis, est-ce que je suis seule ou je suis en public? OK, ouais. Puis là, par exemple, méditation avant une conversation difficile ou avant une présentation. Puis ça axe là-dessus, sur le thème que tu as choisi. OK, c'est nice. C'est vraiment nice. Ouais, fait que j'ai commencé à l'utiliser un peu. L'autre chose, ben j'ai eu le plaisir de savoir que tu as invité Micheline Bourque. Oui, Micheline, on salue Micheline. Bonjour Micheline. Micheline. Au podcast, exact. Ouais, ben écoute, Micheline, c'est ce qui a fait inspirer les leaders, les entrepreneurs par des livres d'affaires. Fait que son site est rempli de super belles suggestions. Il y a un nouveau magazine sur la bienveillance dans lequel j'ai écrit un texte. Fermeté et bienveillance. Je pense qu'elle va être contente de savoir que tu es venue. Je vais juste faire une petite parenthèse. C'est que dans le podcast, en fait, elle parle justement d'une série de livres qui l'ont particulièrement marqué, mais particulièrement marqué aussi les gens d'affaires à qui elle a référé ces livres-là pour 2018. Fait que ceux qui sont curieux, je mettrai le lien dans le podcast. Ben oui, génial. Elle a des belles suggestions. Puis ben moi, je suis une accro des TED Talks, là. Donc, TED.com, il y a des TED Talks, des mini-conférences sur plein de sujets. Simon Sinek est là, Brené Brown est là. Fait que c'est vraiment une belle ressource. Ouais. Ils ont aussi beaucoup sur TED Talk pour ceux qui sont moins familiers, là. Bon, moi, j'ai Apple TV à la maison. Fait que, tu sais, je pars ça le matin, tu sais, un samedi matin, les enfants, bon, ils dorment un petit peu plus tard que d'habitude. Je pars la télé, j'écoute un ou deux TED Talks, tu sais, puis ça s'écoute tellement bien, là, ça dure une dizaine de minutes, 20 minutes, tu sais, là, ceux qui sont bien longs. Ouais. Puis tout le temps, tu sais, des nouveautés, puis ton algorithme, tu peux sélectionner ce que tu aimes, fait que là, ils viennent à te choisir, en fait, à t'offrir une sélection différente. Exact. Fait que non, c'est bien. Ouais. Cool. Alors, ben c'est ça, on mettra ça sur le site. Via le podcast. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu de très belles discussions, du moins de l'information très pertinente. Je tiens à poser la question, Primo, j'aimerais ça, si les gens veulent te rejoindre, savoir comment ils peuvent. Puis dessus, on va dire ça comme ça. J'aimerais aussi savoir si ton livre est encore en vente via Amazon ou peu importe, je sais pas si... Ouais, quelle plateforme tu l'as mis? Oui, donc, bon, pour me rejoindre, pascaldufresne.com. On peut aussi commander mon livre. L'avantage de le faire là, c'est que je peux le dédicacer personnellement et vous l'envoyer. Bien. Donc, ça, c'est le fun. Puis, il est encore aussi sur les sites Amazon, Renaud-Bré, en livraison. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien dedans à ce niveau-là. Puis si, exemple, il y a des gens qui voudraient que tu te dédicaces, soit qui peuvent écrire directement à info@lesentrepreneurs.co ou bien directement à toi. Veux-tu donner exemple sur les gens qui auraient... Je sais pas si tu veux que les gens t'appellent ou pas? Tout simplement, s'ils ont des questions, ils ont des choses ou... Bien, tout à fait. Sur mon site, mon contact est là, courriel, ma page Facebook, ma page LinkedIn. Je publie souvent aussi des titres, des articles. Puis, ben écoute, je t'en offre un livre... Jessie, puis tu pourras l'offrir de la façon que tu veux à tes auditeurs, fait que tu t'organiseras. OK, bien, ce que je vais faire, tu sais quoi, ben j'apprécie, je m'attendais pas à ça, je trouve ça super. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que pour le podcast, juste avant la mise, les gens qui l'écoutent, vous irez voir là, directement via le site. Si vous êtes too late plus tard dans l'année, je suis vraiment navré, là. Mais je vais faire un petit concours, je vais demander aux gens de pouvoir en partager tout ça, puis je vais les inviter à venir aimer ta page entrepreneur, d'une part. C'est ça. Puis d'autre part, visiter ton site pour voir. Est-ce que tu peux nommer ton site web? Oui, mon site web, c'est pascaldufresne.com. C'est facile. Ouais. Puis sur Facebook, c'est Bonheur et Humanité au travail, que ça s'appelle ma page Facebook. Puis LinkedIn, ben, c'est à mon nom, on peut me trouver facilement. Oui, absolument. OK, ben super, c'est merveilleux. Donc, les informations vont se retrouver via le site lesentrepreneurs.co.
petit concours pour ton livre. Je trouve que c'est un beau cadeau. Juste d'être ici, c'en est un à la base. Donc, c'est un plaisir. Garde, Pascal, je te remercie de tout cœur. T'as mis tout ton amour là-dedans. Puis, je trouve ça merveilleux. Puis j'espère que les gens ont adoré. Moi, je te souhaite une excellente année 2019. On est encore au début pour ceux qui vont tomber sur le podcast plus tard. Puis encore une fois, merci Pascal. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai beaucoup aimé l'échange qu'on a eu. Bon, c'est un plaisir. Merci. Moi, je suis content. OK. Hey, les entrepreneurs, on vous salue. On espère vous voir lors de notre prochain podcast. Donc, lesentrepreneurs.co ou bien, si vous voulez nous écrire, info@lesentrepreneurs.co. Naturellement, on est sur toutes les plateformes de podcast. Et vous pouvez aussi aller via Facebook. Nous allons mettre les tournages. Donc, à la prochaine!